En fait, c'est comme si d'un coup, il y a un truc qui s'était connecté, qui fait que j'avais tout ça en moi, mais c'est ancré dans ma mémoire, quoi. Je pense que j'oublierai pas. Franchement, je pense que j'étais un peu dans une sorte de méditation où voilà, je vais le matin pour j'allais avant le travail, toujours un peu dans les mêmes sentiers. Et mais du coup, je réfléchissais un peu à tout ça, et puis d'un coup, mais c'est venu limite comme une apparition de la Vierge, quoi. Tu saurais dire. C'est ça qui est assez fou, mais ça je peux pas expliquer, c'est quelque chose un peu d'irrationnel. Et je pense que j'avais tout ça qui était un peu au fond de moi, qui mijotait. Puis d'un coup, j'ai trouvé un peu la potion magique qui a fait le lien entre tout ça et qui m'a vraiment permis de trouver du sens là-dedans, quoi. Bienvenue sur cet épisode Objectif Finisher où j'ai une conversation assez deep aujourd'hui avec Mathis Granet que j'ai rencontré au pied du Mont Verrier à Annecy lors de la Maxi Race. Pourquoi là-bas? Eh bien, au pied de ce Mont Verrier, il s'est passé quelque chose d'assez mystique pour lui. C'est là qu'il a eu la révélation du projet de sa vie. Ce projet, c'est quoi? C'est les 40 plus grands défis, les 40 plus grands ultras de la planète à réaliser en 20 ans. Et oui, 20 ans. Mathis Granet, qui est-il? D'où il vient? Pourquoi il fait ça? Il nous raconte tout sur Objectif Finisher et moi, ça me tient particulièrement à cœur parce que dans la préparation mentale, on aborde tous les sujets avec Mathis qui font que ça met du sens dans son projet, qui font qu'on retrouve de la mobilisation, une grosse énergie, grosse source d'énergie, comment on se fait accompagner. Bref, si tu veux exploiter au maximum ton potentiel sur ton prochain défi, je t'invite à écouter tout de suite cet épisode et à écouter tes commentaires, évidemment, parce que j'y répondrai à chacun d'entre eux. Eh bien, bienvenue aux petits oiseaux d'Annecy, on n'est pas loin du lac, on est sur la région de Mathis, avec 2 T d'ailleurs, je me rends compte que j'ai mis Mathis avec un seul T, c'est 2, hein, de Mathis Granet, de ton nom de famille. Pourquoi tu es à Annecy d'ailleurs, Mathis? Qu'est-ce qui t'a amené un beau jour à Annecy? La naissance, la suite, les événements, les circonstances de la vie? J'ai beaucoup de familles originaires du coin, alors j'ai pas mal déménagé, j'ai mon père qui est expatrié, actuellement en Afrique du Sud. Il travaille dans l'hôtellerie, du coup voilà, j'ai pas mal bougé. Mais voilà, j'ai toujours eu de la famille entre Évian-les-Bains, Lyon, Aix-les-Bains. Donc ça avait du sens pour moi de venir dans cette belle région, qui est la Haute-Savoie, ou même la Savoie qui est beau aussi. Et je suis arrivé il y a 4 ans et demi à Annecy pour mon stage de fin d'études chez Bauer Nutrition. Et puis après je suis resté. Ça fait comme étude? Tu faisais quoi comme étude? J'ai fait une école de commerce à Paris, l'IESEG. l'IESEG, d'accord, ok, bien connu. Hein. Ouais. Ok, c'était après quoi d'ailleurs ça? En quoi tu t'es spécialisé? Qu'est-ce que tu as aimé là? Alors j'étais en master marketing et moi je venais du coup de l'étranger, j'avais fait mon lycée à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, et j'avais envie d'avoir une école internationale. Donc du coup j'ai eu plusieurs échanges. Donc j'ai eu un échange universitaire au Liban en 3e année. Je suis parti en Afrique du Sud pour un stage où là j'ai organisé la Maxi Race Afrique du Sud. D'accord. Là-bas. Et du coup quand j'ai postulé, je trouvais que c'était assez intéressant ce qu'ils proposaient. J'hésitais au début entre faire une prépa pour faire une grande école. Et au final, l'IESEG était un bon compromis parce que c'est la première école post-bac en France de commerce. Ouais. Et ça m'a appris pas mal de choses. Parce qu'en fait, tu as beaucoup de gestion de projet, du coup, tu as beaucoup de présentations, de projets à gérer. Tu parlais aussi pas mal anglais. Et moi, je venais du coup de Dubaï où on parlait pas mal anglais. Donc, c'était pas mal. À la fin, le master était même totalement en anglais. Donc j'ai beaucoup aimé. Et puis, au final, maintenant, on pourrait se dire que par rapport à ce que je fais actuellement, j'ai pas besoin du tout de le diplôme que j'ai pu faire. Mais je pense que ça me sert franchement rien que de ma manière de communiquer, de gérer mon projet aussi. Oui. Donc, je pense que ça m'a bien servi. Alors tu vas nous dire directement, hein, pour ceux qui ne te connaissent pas sur Objectif Finisher et qui ne connaissent pas encore ton histoire, c'est quoi ton projet? Est-ce que tu peux nous partager ton grand projet finalement, qui fait que un agent un jour vient te voir en te disant t'as un projet trop bien, on va t'aider, on va te mettre en relation avec des marques, on va t'aider dans ce que tu nous amènes et pour que tu emmènes un maximum de monde dans ce projet-là? Ouais, tout à fait. Je suis passionné d'ultra trail et du coup pour moi ça avait du sens de donner, de mettre un cadre un peu autour de tout ça et de faire un projet dans le long terme parce que l'ultra trail c'est un sport difficile quand même, où tu veux amener ton corps assez loin, et mon but c'était vraiment d'essayer de durer dans le long terme. Et
et de donner du sens aussi à cette pratique qui prend beaucoup d'air et où tu as le temps de te poser beaucoup de questions pendant tes sorties ou même en course. Donc du coup mon projet c'est d'amener un cadre associatif à tout ça et donc chaque année je récolte des fonds pour une association caritative différente et voilà cette année c'est pour l'association Westlife Project qui en fait a pour but d'apporter des fournitures scolaires et du matériel sportif à des enfants défavorisés, donc notamment au Népal, dans des petits villages, voilà, où le tourisme n'est pas du tout développé là-bas. Donc voilà, je trouvais que ça avait du sens de faire ça pour cette association qui mêle du coup l'apprentissage en fait avec le sport, et je trouvais ça assez chouette. Ouais, c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. C'est ça. Westlife Project ce soir avec donc autour, on va pas dire avec, mais autour de Adrien qui a créé cette association et pour laquelle pourquoi tu as choisi finalement ce projet-là, cette association et pas une autre? Est-ce que c'est Adrien, c'est ce qu'il porte, les gens qui sont autour de lui, des marques éventuellement? Franchement, c'était vraiment, je trouvais que le projet correspondait bien au message que je voulais faire passer. Mais mon but, c'est vraiment aussi d'aller vers vraiment des horizons différents. Donc l'association avant que j'ai soutenue, c'était À chacun son Everest. Et donc là, j'ai récolté plus de 6 300 €. Ça s'était très bien passé pour la première année du projet. Et du coup, qui était bien sûr axé au niveau du cancer. Et voilà. Tu dis bien sûr. Parce que l'association est connue, mais ça parle peut-être pas à tout le monde. Non. En effet, mais oui, c'est une association qui est basée à Chamonix et qui a pour but en fait d'organiser des stages et du coup de redonner goût à la vie et confiance en soi à des personnes qui sont plutôt en rémission du cancer. Et ce qui est assez rare, il y a beaucoup d'associations qui aident les gens qui sont malades, mais en fait c'est très difficile en fait quand le moment où tu t'es remis et que tu essayes de réintégrer la vie normale, mais en fait t'es plus la même personne, tu as beaucoup évolué par rapport à ce que tu as vécu. Et je pense que les autres personnes qui n'ont pas vécu ça peuvent pas comprendre. Et du coup, je trouvais ça assez chouette. Et comme ma mère est décédée d'un cancer, aussi quand j'avais 10 ans, donc voilà, ça avait du sens. Et là, du coup, je m'étais dit que je voulais plutôt aller vers autre chose. Et je trouvais que le sport et l'éducation, et en plus les pays défavorisés, que j'ai eu la chance de visiter déjà 2 fois, donc le Népal notamment, je trouvais ça assez chouette. Tu vas y aller ? Oui, je vais y aller 2 semaines, donc de mi-novembre à fin novembre. Donc ça va être vraiment bien de donner son temps et d'aller sur place et de se rendre compte de la réalité là-bas qui est vraiment différente de ce qu'on vit dans nos pays occidentaux. On a beaucoup de chance. Bon, écoute, on a un début de message. Pourquoi tu fais ça? On a aussi le véhicule qui est l'Ultra Trail. Et puis, qu'est-ce qu'on peut savoir de plus sur toi encore, Mathis? J'ai commencé à courir à 20 ans. Avant, je jouais au tennis. Tu jouais au tennis? Ah ouais, mais t'es plus, t'as plus une carrière à faire du tennis-distance. Mais tu te sens mieux en course à pied, non? Ça va? Un tennisman, quoi, il est grand, qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait que tu te vois dans le tennis et que ça s'est bien passé? Si ça s'est bien passé d'ailleurs. Ouais, ça se passait bien. Franchement, je prenais beaucoup de plaisir quand j'étais jeune. Je faisais beaucoup de tournois. Donc pour ceux qui connaissent, j'étais 15 ans à 13 ans. Donc voilà, j'étais dans un niveau, on va dire, départemental. Et ensuite, je suis parti vivre à l'étranger, donc à Dubaï, où là, je faisais partie des meilleurs du pays. Mais du coup, je participais plus au tournoi français, donc mon classement n'a pas vraiment monté parce que je faisais 2-3 tournois l'été quand je rentrais en France. Mais j'ai continué à pas mal jouer. Et en fait, c'est pendant mon école de commerce à l'IESEG, où j'étais capitaine de mon équipe de tennis pendant un moment, première, deuxième année d'école. Et c'est en deuxième année où là, je me suis dit que je voyais que j'allais plus pouvoir gagner Roland Garros, pas même participer. Alors que là, quand t'es jeune, t'as toujours des rêves un peu d'enfant. Et que j'avais pas trop envie d'une vie métro boulot dodo à la Défense, en finance, voilà. Et je voyais mes cousins qui habitaient à Évian-les-Bains et qui passaient l'été sur le lac ou dans les montagnes à faire de la rando, l'hiver à aller skier, monter à Voria, dans le Chablais et tout. Et ça me faisait quand même plus rêver d'avoir plutôt cette vie-là, d'avoir un peu plus de temps. Tout en ayant un job stimulant, mais voilà, en ayant aussi plus de temps pour soi et dans un cadre sympathique où tu te sens en vacances un peu toute l'année. Et puis j'ai toujours aussi aimé me donner des objectifs pour avancer. J'avais vraiment besoin. Et puis en fait, j'ai commencé en me disant que je voulais rendre hommage à la mer et du coup à me fixer de finir l'UTMB d'ici 5 ans, à partir du moment où j'ai débuté.
C'est quoi le déclic? Parce qu'en fait, ta maman t'a quitté, t'avais 10 ans, et enfin quitté tout le monde finalement, cette terre, et qu'est-ce qui fait que ça revient un peu plus tard, cette envie de lui rendre hommage? Bah, je pense que quand t'es adolescent, t'avances comme ça, mais c'est pas le moment de réfléchir vraiment à ta vie ou à choisir ce que tu veux faire, parce que t'es dans le process tu fais ton collège, ton lycée, ton école de commerce parce qu'il faut faire des études. Donc voilà, et puis au final, c'est quand t'es dans tes études supérieures, où là tu réfléchis à ce que tu veux faire de ta vie, que tu te poses ces questions-là. Donc je pense que c'est arrivé un peu au moment où je me posais vraiment ces questions. Où je me disais, est-ce que j'ai envie de vivre plus tard? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Et quand tu étais à Dubaï, puisqu'on est aux antipodes entre Dubaï et ce que tu nous dis, l'aventure de la nature, le Évian, le lac Léman, etc., t'as une saturation là-bas ou non? Enfin, c'est un peu cliché ce que je dis. Non, à Dubaï, t'étais bien, tout se passait très bien. Non, c'est un peu cliché. En fait, ça dépend ce qu'on y fait là-bas. Disons qu'à Dubaï même, en effet, tu as des gratte-ciel, tu as des buildings, tu as une piste de ski indoor, etc. Donc tu peux dire que c'est ahurissant, ce qui est vrai sur pas mal de points. Mais en fait, dès que tu sors un peu, on faisait 30 minutes de 4x4, on était dans le désert et on partait le week-end avec des familles d'amis. On campait dans le désert, au milieu de nulle part. On avait les traces GPS sur les 4x4, un peu en mode trail au final actuellement, quoi, quand tu pars sur un trail qui n'a pas de balisage. Du coup, on était un peu comme ça. Et puis, tu as Oman qui a 1h30 de route. Et là, en fait, on passait des week-ends à nager avec les dauphins et les tortues. À Moussa Mdam, là, on allait beaucoup là-bas. Et tu as des super belles montagnes, ça monte à plus de 3000. Tu avais même une épreuve Oman by UTMB là-bas qui a été arrêtée et qui était très solide. Tu avais 8 mètres de dénive pour 130 bornes. Enfin, c'était une belle boucherie. Donc en fait, tu as beaucoup de nature autour. Mais ça dépend ce que tu fais en fait aussi là-bas. Mais j'ai bien aimé, franchement, c'était une très belle parenthèse de ma vie. J'ai beaucoup aimé, mais maintenant je sais que je pourrais plus revenir habiter là-bas, on va dire toute l'année. Parce que j'ai besoin au quotidien d'être quand même de pouvoir monter, partir de chez moi en courant, d'avoir une montagne juste au-dessus. À Dubaï, c'est pas le cas. T'es obligé de prendre un peu la voiture, etc. Donc voilà, je ne reviendrai pas habiter, mais c'était un bon moment. Et Dubaï, c'est quand même assez bien placé sur la carte du globe. Et du coup, j'ai eu la chance de faire des beaux voyages aussi, à un âge où en fait tu apprends beaucoup et tu te formes quand tu as l'adolescence. Et du coup, le fait d'aller au Népal, en Inde, au Sri Lanka, dans des pays un peu défavorisés, au Kenya, et voilà, ça t'ouvre un peu les yeux sur le monde. Et d'autant plus, vu du fait qu'à Dubaï, tu as 85 à 90% d'expatriés, en fait, tu parles avec des gens de tout milieu, que ce soit des chauffeurs de taxi pakistanais, etc., à tes amis franco-américains, franco-australiens, etc. Donc j'ai beaucoup aimé. Une année, hein? Non, c'était 4 ans. T'as fait 4 années là-bas? 4 ans, ouais. Et puis mes parents sont restés 8 ans, donc je suis revenu encore un peu après les voir aussi. D'accord. Voilà, et maintenant, ensuite ils sont allés en Afrique du Sud. D'accord. Ok, ton papa donc il est dans l'hôtellerie, c'est ça? Ouais, c'est ça. Exactement. Et tu voulais pas embrasser une carrière justement qui allait allier les voyages, en tout cas les voyages, quand je dirais rester quelques temps évidemment pour faire son trou 3 ans peut-être, et puis après bouger, faire un saut de puce sur une autre partie de la planète, c'est pas un truc que tu as... J'ai réfléchi, mais au final j'ai l'impression que les voyages, je les ai un peu à travers le trail, quoi. Où tu vis des aventures. C'est peut-être des petits voyages, mais ça dépend comment tu le vis, mais t'as pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour vivre des aventures en fait. Tu peux partir de chez toi à vélo, faire 2 heures de vélo, poser ton vélo, faire 3 heures de trail, tu reviens, t'as fait une belle journée dehors. C'est un peu marketing ce que tu dis ou tu le penses vraiment? Non, c'est vrai, c'est ce que j'aime beaucoup faire. Donc je me permets la question, parce que moi je me fais souvent cette réflexion, étant comme toi dans le Jura, avoir le sentiment d'être privilégié en fait, parce que finalement le voyage il est là. Ayant vécu aussi en région parisienne et pour savoir ce que c'est autrement plus compliqué quand tu es dans les bouchons, et c'est un vrai luxe, donc on a envie de s'évader, peut-être quand on a une vie un peu plus agitée. Quand on habite, tu as ressenti ça justement quand tu as posé tes valises ici, que tu es revenu là, tu te dis mais ouais, je suis bien là, j'ai tout. Exactement, et je me suis pas dit j'ai besoin dès qu'il y a des vacances de partir à l'autre bout du monde, partir aux Bahamas pour prendre le soleil. Non, en fait tu peux aller faire du ski de rando l'hiver, c'est très cool. Après c'est pas pour autant que je vais non plus m'empêcher de découvrir le monde, mais raisonnablement quoi. Donc voilà, pour 1 fois à l'avion, 2 fois dans l'année au maximum. Et je trouve ça bien, et au final tu profites encore plus quand t'es là-bas quoi. Plutôt que si tu fais ça tous les week-ends,
c'est moins impressionnant, quoi. Alors ceux qui te voient sur YouTube, là, ils se disent... alors c'est un peu frustrant parce qu'on te voit un petit peu à contre-jour, mais en même temps, si on regarde derrière toi, qu'est-ce qu'on voit derrière toi? Tu peux expliquer à ceux qui ne voient pas pour le coup, qui ne sont pas sur YouTube et qui écoutent sur Spotify ou sur Apple, j'en sais rien d'ailleurs. Tu peux nous raconter là derrière toi, là je me dis c'est ton terrain d'entraînement. Ouais, bah juste derrière moi c'est le Mont Verrier. Franchement c'est la montagne qui m'a vraiment beaucoup apporté dans le trail, parce que je suis arrivé donc il y a 4 ans et demi à Annecy, j'habitais vraiment au pied du Verrier et du coup j'allais vraiment tous les jours quoi dans le Verrier. Donc les titres de local legend, je les ai bien poncés tous les chemins. J'ai même fait 24 heures de dénivelé dans le Verrier. Ah, tu t'es fait 24 heures? Ouais. Comme ça ou t'as pris la cote? Non, c'était encadré, c'était Fred Bousseau là, qui gère ça. Donc j'avais fait la 5e meilleure performance mondiale. Alors à l'époque c'était la 4e, maintenant c'est devenu la 6e, parce qu'il y a eu un nouveau record là récemment. Ouais. Ça, mais j'avais fait 16 632 mètres de dénivelé, c'était en 2021. Ouais, en 2021 tu t'es fait les 16 000 pendant le confinement. Exactement, c'était au mois de juin, c'était à la sortie du confinement en fait, où il n'y avait pas encore de course. Et d'ailleurs je me souviens que j'avais dû demander une dérogation à Dynafik, un de mes partenaires. Pour me donner un couvre-feu, parce que normalement c'était le moment où tu avais un couvre-feu le soir, donc tu pouvais pas sortir la nuit. 24 heures. Du coup, c'était un motif professionnel, donc j'allais faire courir pendant 24 heures. Et donc là, quand tu as fait en 2021, donc tu avais déjà la fièvre de l'ultra, et si on parle de fièvre, tu t'es fait piquer un truc, il y a eu un moustique qui est passé par là, un copain qui t'a piqué, tu t'es dit mais trop bien, ou non, c'était juste une évidence parce que tu habitais là et ça t'a amené vers ça naturellement? Non, en fait, la fièvre de l'ultra, je l'avais déjà avant d'arriver à Annecy. J'avais beaucoup poncé notamment les montagnes libanaises, on n'en parle pas beaucoup, mais franchement très très beau. Et je me souviens, je partais à vélo de Beyrouth, j'étais à Beyrouth, et je montais dans les montagnes à Faraya, une station de ski à 2000 mètres d'altitude, et en fait tu peux skier là-bas. Et donc j'allais courir dans les montagnes, et c'était magnifique. Et j'avais un peu plus de temps aussi, parce que c'était en échange universitaire, j'étais dans une université américaine, mais voilà, je devais avoir 15 heures de cours par semaine, donc ça m'a donné du temps. Du coup là-bas j'ai pas mal progressé. Et puis après je suis revenu en France, là j'ai été quelques mois vers Grenoble aussi, où j'ai bien poncé la Chartreuse notamment. La Chartreuse, d'accord. T'étais attiré plus côté Chartreuse que Beldon ou Un peu plus, en fait j'étais logé chez une famille d'amis d'ailleurs, au pied vraiment de la Chartreuse, quoi. C'était à Coran pour ceux qui connaissent. Donc un peu sur les hauteurs, et du coup c'était trop bien, t'avais les chemins juste au-dessus, et c'était vraiment royal. Après je suis allé dans Beldon, je suis allé dans le Vercors. Une préférence entre les trois massifs alors? À Beldon, t'as ce côté haute montagne, très technique, sauvage, que j'aime beaucoup. Mais il faut y aller quoi, donc ça se mérite d'y aller. Donc au quotidien, puis j'avais pas de voiture, donc je faisais tout à vélo et tout, donc j'y allais de temps en temps, je faisais du vélo ski et tout, j'allais faire le grand pic de Beldon. Mais oui, la Chartreuse c'est un beau massif, très accessible. C'était un bon compromis pour aller rapidement en montagne et faire des belles balades, quoi. On s'y perd un peu, on va y chercher des pages de livres. Là, on se perd en plein en ce moment. Là, il y a le premier loop qui a été fait là tout à l'heure. Enfin, d'ailleurs, là, bien 16 heures, ça y est, c'est la fin, là, le cut-off là pour les premiers, enfin ceux qui passent le premier tour pour faire la deuxième boucle de la Terminal Room. C'est le genre de choses que tu aimerais faire toi d'ailleurs? La Barclay, la Terminal Room, ou c'est pas du tout? Non, c'est plutôt vraiment course d'ossard classique. Non, je pense que j'irai, mais pas tout de suite encore. Oui. T'as quel âge? 27 ans. T'as 27 ans. Mon cher Mathis, à 27 ans, on a un métier, on a un salaire tous les mois, après une école de co en plus. Comment tu as réussi à te convaincre toi-même qu'il y avait une autre alternative à ne pas être salarié, un métier traditionnel, à créer des projets, à communiquer sur ses projets, son histoire, et puis vivre une vie qui est la tienne? Elle n'est pas différente, c'est juste la tienne. C'est comment tu construis ça? Parce que ça, moi, pour moi, c'est une évidence, ce genre de choses. Même si je l'ai fait beaucoup plus tard que toi, mais pour plein de monde, tu sais, j'imagine qu'on t'a déjà fait la réflexion quand tu as ton diplôme, maintenant ça y est, marqué, tu l'as un peu dit tout à l'heure d'ailleurs à la Tour de la Défense, mais indépendamment de la Défense, ça pourrait très bien être ici. Pourquoi pas un boulot classique, conventionnel, et puis travailler à côté de ça, avoir ta passion, quoi. Oui, tout à fait. En fait, j'avais un boulot traditionnel, qu'on peut dire. J'étais chez Explorer Project, donc il y a 1 an et demi encore. Tu as commencé de façon classique sur un métier qui était... Tout à fait, ouais. Tu faisais quoi? J'étais... comment on peut appeler ça,
Je m'occupais des relations participants, en gros. Donc, chez Explora Project, tu as les sales, donc, qui font l'avant-vente pour te motiver à acheter une expédition. Et moi, j'étais dans l'après, en fait, à partir du moment où le client a réservé l'expédition. Pour répondre à toutes ces questions. Il y a pas mal d'expés alpinisme, randonnée, trail, etc. Donc, il y a beaucoup de particularités sur quel matériel emporter, est-ce que j'ai le niveau nécessaire pour participer. Donc on amène quand même des clients à plus de 4000 mètres d'altitude sur certains XP, donc il faut s'assurer que tout le monde est bien le niveau requis, sinon il y a des petits soucis. Et franchement c'était chouette, c'était une belle expérience avec une super équipe, je me suis fait des super bons amis là-bas. T'as un super job, t'as un super patron, t'as tout le monde, t'as un métier qui correspond à ce que tu, enfin voilà, l'élément de voyage, voiture, exploration, etc. So what? Oui. Pas rester là? Non, en effet, c'est vrai. Après, c'était quand même un job qui n'était pas, on va dire, pour être franc, à la hauteur de mon diplôme. Ça veut dire que si je demandais à tous mes amis maintenant, ils gagnaient tous même des fois plus que moi à ce moment-là. Mais voilà, j'avais aussi un peu de temps à côté, plus qu'eux, c'est sûr, donc ça me correspondait très bien. Et en fait, le déclic, il est un peu venu de Stan Gruot, justement, qui lui aussi est coureur. Il t'a viré. Non, même pas, mais on a un peu discuté. Et en fait, il m'a dit, mais franchement, si j'étais à ta place, moi, j'essaierais de me lancer là-dedans, quoi. Et de vivre en tant qu'athlète. Il te voit, toi, t'es salarié de sa boîte, t'es méritant, t'as du potentiel, mais il cerne en toi un potentiel pour faire autre chose en dehors de la boîte. Et toi, c'est fou quand même les patrons qui te disent vas-y mais vis ta vie quoi, perds pas de temps quoi. C'est un peu ça le message. Oui, c'est vrai, il n'y a pas tout le monde qui aurait dit ça, mais tu m'étonnes. Mais pour le coup j'avais confiance en lui, donc j'ai vraiment pris, tout écouté quoi, ce qu'il m'a dit, et en fait il m'a donné le contact de l'agence de gestion à laquelle il travaille pas mal, donc Fresh Touch, et il m'a dit mais franchement contacte Goulven. Il va te prendre et puis je suis sûr que tu peux avoir des contrats et pouvoir en vivre. Et en fait, tu verras, tu vas vivre beaucoup plus d'émotions que être derrière un bureau, même si ce que tu fais te plaît. Et ça, moi aussi, j'en étais convaincu que ça me plaisait d'aller au bureau et d'avoir une équipe sympa. Et voilà, mais d'un autre côté, je ne me voyais pas non plus rester toute ma vie sur ce poste-là. Et puis, oui, ça me parlait beaucoup plus parce que c'est quelque chose de plus fort, quoi, qui te prend vraiment aux tripes. Mais c'est pas évident aussi, il faut se lancer, quoi. Et moi aussi, j'ai tendance à pas trop avoir confiance en moi. Donc en fait, quand il m'a dit ça, moi, à aucun moment donné, je me suis dit, je me sens légitime de devenir athlète, entre guillemets. Et en fait, moi, je me posais plus des questions un petit peu par rapport au fait de devenir accompagnateur en montagne. Parce que du coup, avec travers les expéditions, je voyais beaucoup. Donc moi, j'avais participé à certaines expéditions. J'avais pas mal même sympathisé avec des guides, des moniteurs, etc. Je me souviens, j'avais fait une expé alpinisme. Là, le guide, donc c'était j'avais fait 11 sommets dans le massif du Mont-Rose. On l'appelle les Spaghetti Tour. J'ai vraiment adoré. Et le guide, il a passé les 5 jours d'expé à me dire passe devant, passe en tête. Et fait comme si c'était moi le client, et il voulait vraiment me convaincre de devenir guide, quoi. Donc c'était très marrant, et je me suis dit franchement c'est un beau métier, quoi. Plus beau métier du monde. ouais, on pourrait carrément dire ça. Après j'ai fait d'autres expés accompagnateurs en montagne, là c'était plus des stages trail, et trop sympa aussi. Il y a même d'ailleurs un accompagnateur en montagne qui m'a proposé d'organiser un stage avec lui et tout, et j'ai adoré en fait. Juste discuter avec les autres participants, donner un peu des conseils, mais en fait, tu as l'impression de juste parler à des amis et puis échanger autour de ta passion. Donc, tu n'as pas l'impression de bosser. Et je trouvais ça vraiment chouette. Et je me suis dit, pourquoi pas passer ce diplôme, du coup. Et puis, devenir accompagnateur en montagne, avoir quelques contrats à côté. Et donc, je pensais à ça. Et puis là, c'est là où Stan m'a dit, il faut vraiment que tu deviennes athlète et tout. Et puis. Lui doutait un peu par rapport au fait de devenir accompagnateur, il trouvait que ça pouvait être contraignant par rapport à ta carrière d'athlète, parce que par rapport à tes entraînements, etc. Donc voilà, et du coup je me suis dit bon, je vais faire un peu un mix des deux. Et puis après il y a Dorian Louvet qui m'a contacté pour faire du coaching, donc du coup j'ai intégré la Rogny Academy, et donc là j'accompagne 40 athlètes quasiment. Et
Et bah ça m'occupe bien. Donc ça, plus les entraînements, et j'aimerais bien essayer de passer mon probatoire d'accompagnateur en montagne, donc début d'année prochaine. D'accord, toujours ce projet-là. Toujours ce qui a un peu ralenti du coup, parce qu'avec le coaching, ça a pris beaucoup de temps, etc. Au début, je pensais faire ça directement, mais bon, j'ai eu l'opportunité de faire ça. Et donc voilà, en tout cas, ça me plaît d'avoir plusieurs casquettes aussi. Voilà, parfois ça peut paraître un peu contraignant, parce que forcément, quand tu vois des athlètes qui font ça à 100%, bah, tu sais qu'ils ont vraiment le temps de me récupérer, de tout faire. Mais moi, en même temps, j'aime ce côté multifactoriel, et en fait quand ça se passe moins bien dans un côté, bah tu sais que t'as d'autres choses pour te rattraper aussi, et puis j'aime bien aussi faire travailler le cerveau, parce que bah, j'ai fait une grande école, et juste travailler mes jambes tous les jours, il me manquerait un truc, je pense. Même la communication, ok, mais bon, voilà, ça reste parfois limité. Qu'est-ce que tu peux dire réel, tu fais un petit montage, tu mets de la musique, c'est pas hyper stimulant, on va dire, cérébralement. Donc voilà, ça me plaît pas mal, mais je sens que j'ai pas encore trouvé totalement l'équilibre, quoi. Ouais. C'est encore un process en cours, mais... Oui. Oui, comme le disait d'ailleurs, je crois que c'est Benoît Laval, pas plus tard qu'avant-hier, l'équilibre n'existe pas de façon, c'est toujours en mouvement. Donc voilà, l'équilibre en soi, c'est qu'on est statique, et c'est pas dans la nature de l'être humain finalement, et encore moins dans la tienne, j'imagine, toi qui aimes voyager, voir du monde, et puis voir de nouvelles contrées, explorer aussi. Il y a cette notion d'aventure. Quand tu sélectionnes sur une année, on va parler de cette année 2025, tes épreuves, tes courses ou tes expériences, tes traces, qu'est-ce qui te guide? Comment tu drives tout ça une année? Alors c'est une année un peu particulière, je dirais. Ouais. Parce qu'en fait, l'été dernier, j'ai fait la Swiss Peak 700 km, où j'ai vraiment vécu une très très belle aventure. Et du coup, cette année, je voulais revenir à des formats un peu plus courts, pour aller chercher des bonnes performances, idéalement, parce que c'est quand même plus facile que sur les formats très longs, aller chercher des bonnes cotations notamment, parce que les marques regardent aussi beaucoup ça, et pour aller négocier des contrats, en fait les marques regardent la cotation, donc l'index de performance, il sera UTMB, et ta visibilité après sur les réseaux sociaux, et du coup il y avait besoin d'aller chercher des bonnes cotes. Et parce que je sais pas sur la Suisse, puisque j'ai une très bonne cotation. Donc je suis revenu à des formats un peu plus traditionnels. Et en même temps, je sens que c'est une année un peu charnière où du coup je voulais voir si j'allais reprendre autant de plaisir en fait sur un format plus court que ce que j'ai pu vivre sur une Swiss Peak. Et bon, j'ai pas encore trouvé la réponse. J'explore, c'est ça. Mais du coup, voilà, des formats un peu plus courts. Après, je vais faire le Trail Atlas Quest, donc au Maroc, qui sera là une belle aventure. C'est un 105 km avec 8 mètres de dénivelé, mais voilà, avec un balisage un peu poussif, avec pas trop de ravitaillement, enfin aucun ravitaillement assisté. Je crois que tu as quelques noix de cajou et des dattes apportées par des mules à 3 mètres d'altitude. Mais voilà, donc ça va être assez chouette. Et ça changera bien de la TDS, qui est voilà, un peu plus uniformisée, on va dire. C'est avant d'ailleurs l'Atlas Quest? Non, l'Atlas Quest c'est début octobre, donc c'est 5 semaines après la TDS. Ouais. D'accord. Et c'était de grands rendez-vous pour cette année? C'est ça, et puis j'ai fait la Maxi Race qui devait faire partie aussi de ces rendez-vous, où j'ai fait mon premier abandon. Donc pas super bien. C'est vrai? T'as pas encore la digestion, là c'est encore compliqué pour toi? En fait, c'est pas tant le DNF que je digère pas trop, c'est plus le fait que j'ai une inflammation au genou, du coup un TFL, donc voilà, on dit aussi syndrome de l'essuie-glace. En fait, que je traîne depuis fin février quand j'ai préparé le Chianti, la UTMB, donc c'était un format 46 km où j'ai eu mal au bout de 1h30, du coup voilà, j'avais terminé 33e, mais sur une course un peu décevante parce que j'ai eu mal. Suite à ça, j'ai pu m'entraîner, mais en adaptant quand même l'entraînement, c'est-à-dire que j'avais enlevé toutes les séances d'intensité à plat, qui pour moi était vraiment le pire. C'était vraiment la vitesse. Du coup, j'ai enlevé ça, et donc je me suis entraîné, voilà, avec des semaines correctes, mais sans avoir cette sensation de satisfaction. Et ouais, tu sens que tu progresses, et du coup, pendant beaucoup de semaines, en fait, la confiance en soi, elle commence à se perdre au bout des semaines. Et puis après, tu arrives sur la Maxi Race. Là, j'étais un peu zéro au niveau des...
je savais pas trop où j'en étais, quoi. Donc j'espérais avoir des réponses et au final j'ai vu que j'ai eu une douleur mais bien plus forte que ce que j'ai eu depuis le début que je sens ça. Donc je me retrouvais à boiter dans la descente du col de la Cochette. Du coup j'ai arrêté au 46e kilomètre pour pas aggraver l'inflammation et flinguer le reste de la saison. Mais du coup, au final, je regrette pas le fait d'abandonner parce que franchement, sur le coup, c'était un peu la seule issue raisonnable. Ça s'imposait. Ouais, c'est ça. C'est ce que je peux regretter potentiellement, c'est peut-être l'avant, comment j'ai géré ça. Peut-être que j'aurais dû mettre plus de repos et vraiment attendre que la douleur soit à zéro pour pouvoir continuer à m'entraîner. Ou peut-être faire plus de kiné, etc. Voilà. En tout cas, bon, maintenant c'est passé. Mais j'ai l'impression d'avoir perdu un peu de temps, que la fin de l'été arrive vite. Que la confiance en moi est pas très haute. Donc ouais, c'est un peu une période un peu particulière. Mais après, je sais pas si la Swiss Peak ça a pu jouer là-dedans l'année dernière. Mais en tout cas, j'ai l'impression que mon corps a préféré faire 700 bornes doucement plutôt que courir à 20 à l'heure à plat sur les séances d'intensité, quoi. Donc, on a un voisin là juste derrière, là, Maxime Grenot, que je salue au passage, que tu connais peut-être, Maxime, non? Ouais, bien sûr. Happy Training, et qui a gagné la Swiss Peaks. C'est vrai. Format 170. Ouais. C'est ça, l'ultra, l'ultra miles. Et depuis, je sais pas si elle porte malheur, celle-là, en tout cas pour lui comme pour toi, mais depuis, il a du mal à s'en remettre physiologiquement. Et on a l'impression qu'il y a quelque chose qui est resté là-bas d'ailleurs, même quand vous, toi et lui, je fais un parallèle, tous les deux, pas les autres. Quand vous en parlez, on sent qu'il y a un truc qui est resté là-bas, inconscient, c'est pas ce que tu m'as dit, mais moi quand je l'ai écouté lui et quand je t'entends toi, il y a une sorte de truc qui est resté et puis en fait qui est pas revenu. Alors quoi, on sait pas quoi, j'ai pas d'analyse, c'est vraiment un sentiment comme ça, je te délivre un sentiment qui n'a aucune valeur bien sûr, mais ce qui est, comme tu sais que ma partie moi c'est le mental aussi, c'est l'action que j'allais te poser d'ailleurs. Est-ce que sur ces sujets-là tu discutes avec qui indépendamment d'un prep mental, peu importe le thème, un psy, ce qu'on veut, tu dialogues, qui sont les personnes avec qui tu dialogues toi pour c'est justement préparer ton année, avoir une stratégie, parce que tu parlais des marques qui ont une influence, tu parlais des cotations qui ont une influence aussi sur tes choix, et c'est des dialogues après avec toi-même, déjà la personne avec qui tu parles c'est toi, mais avec qui d'autre tu as des réflexions, des échanges, des challenges, des discussions comme ça? Ouais, je dirais à 4 personnes. Ouais. Je dirais qu'il y a mon agent, donc Goulven, fait Fresh Touch, qui lui va me dire tiens, ça serait intéressant de faire plutôt ça ou plutôt ça, mais voilà, ça reste ouvert, mais simplement voilà, dans une saison il faut au moins faire une course avec un peu de visibilité. Si tu fais que des trails à saucisson, ça pose un peu problème au niveau des contrats, bien sûr. Mais sans te dire faut que tu fasses telle course, voilà, donc ça c'est assez bien, mais en tout cas son avis est important. Mon coach Sébastien Chéniaud, du coup qui m'accompagne et qui va savoir me raisonner, et c'est notamment lui qui m'avait dit qu'après avoir fait une année avec la Swiss Peaks, qui est une très longue aventure, que c'était bien de laisser un peu reposer le corps au niveau des longues distances, et que j'étais encore jeune et que ça serait intéressant de retravailler la vitesse pour pas devenir un diesel à la Lucas Papi, quoi. sans dénigrer du tout, c'est très beau ce qu'il fait, mais voilà, que j'étais encore jeune et que ce serait dommage de perdre la vitesse. Ensuite, ma préparatrice mentale, Anté Adjoint, donc avec qui j'échange beaucoup aussi et qui sait me poser les bonnes questions pour justement faire résonner un peu mon dialogue interne et vraiment me poser les bonnes questions moi-même aussi pour savoir est-ce que j'ai vraiment envie de faire telle ou telle chose, parce que si tu fais ça pour quelqu'un d'autre, moi j'ai tendance à vouloir en plus satisfaire tout le monde autour de moi et que les gens soient contents de ce que qu'ils se sentent légitimes d'avoir mis leur confiance en moi et qui pensent avoir fait le bon choix. Ils investissent sur toi. C'est ça, et du coup j'ai envie de rendre l'appareil, quoi. Et puis après ma copine aussi, Clara, qui aussi m'accompagne au quotidien, donc quand ça va bien et encore plus que quand ça va moins bien. Donc c'est important aussi, et qui aussi est là très souvent dès qu'elle peut sur les courses pour le ravitaillement, etc., quoi. C'est elle qui te suit, qui te fait les ravitaux. Et puis il y avait mon frère aussi sur la Swiss Peaks, il avait posé 2 semaines de congé pour venir, donc il m'avait bien aidé. Il fait du tennis lui encore ou court? Non, alors lui il faisait beaucoup de triathlon quand il était très jeune. D'accord. Et après il s'est mis que au vélo parce qu'il avait mal à un genou, et il a fait beaucoup de vélo, un bon niveau, et puis
Et maintenant, il continue à en faire un peu. Maintenant, il est un peu plus dans le rallye automobile en ce moment. D'accord. Ça le passionne. Ok. Donc il y a Goulwen, il y a Sébastien, Antea, c'est ça? Ouais. Antea, oui, c'est mignon. Et Clara, c'est mignon aussi d'ailleurs. Donc ça forme un peu ton écosystème pour tes projets, t'accompagne, la confiance et toi aussi la notion de pouvoir pas faire plaisir, mais en tout cas d'apporter un retour, une gratification par rapport à ce qui t'apporte comme temps et comme investissement de façon générale, quoi. Ouais, tout à fait. En tout cas, je sais que leur avis est important pour moi, quoi. Ouais. Et là, alors, ça n'empêche pas d'avoir des doutes. Et heureusement, s'il n'y en avait pas, ce serait pas drôle la vie. Mais là, puisqu'on est un peu en live tous les deux, tes doutes là, tes questionnements du moment. Et bon, je te pose des questions parce que ça aide aussi. Finalement, quand les gens se disent ouais, mais j'écoute tes podcasts, Cyril, lui ou elle, c'est tellement clair, nickel, facile que j'apprends rien parce qu'en fait, finalement. Tout ce qui fait bien, moi ça m'apporte pas des réponses en fait. Par contre, quand j'ai quelqu'un en face de moi qui a des doutes et que je me retrouve dedans, bah, ça m'apporte déjà une proximité premièrement, deuxièmement l'envie de pouvoir révéler aussi que moi c'est pas si simple que ça pour moi et de trouver au travers de toi et de nos questionnements, si tu es ok pour ça en tout cas, bah, finalement des débuts de réponse quoi. C'est peut-être pas la première fois non plus tu doutes, tu as déjà eu des doutes aussi déjà sur le fait de mener une carrière un peu c'est pas atypique, c'est de mener ta propre carrière, ta propre expérience. Et ça c'est que je trouve intéressant aussi dans ton parcours, c'est que indépendamment de dire où je suis salarié, où je fais ci, où je fais ça, c'est tracer ton propre chemin. Et ce sera d'ailleurs mon message ce soir à moi sur le What's Life Project Fest. Donc voilà, donc je vais me nourrir aussi de ce que tu vas me dire là parce que ça va m'aider moi à faire ma conférence de ce soir. Tant mieux, ça va aider. Bah oui, tu vas m'aider moi aussi du coup. Voilà. En fait, qu'est-ce qui te manquerait aujourd'hui pour avoir un peu cette confiance dont on parlait? Alors évidemment, elle tombe pas du ciel, mais t'aimerais avoir quoi pour retrouver un peu plus de confiance, de sérénité ou monter d'un cran en fait, simplement. C'est-à-dire, je suis au top, mais monter d'un cran. Papa, t'as les enfants? Bon, mais en fait, je me pose ici beaucoup de questions par rapport au format un peu que j'ai envie de faire. D'accord. Après, avec la Suspix où j'ai vraiment adoré. Et du coup, je me demandais, mais est-ce que je devrais pas suivre un peu des Seb Réchon, Aurélien Sanchez, Lucas Papi, faire des courses plus longues, un peu plus en mode aventure, faire beaucoup de off. Ouais. Alors c'est prévu. Et voilà, et être un peu moins dans ce monde très professionnel sur des plus courtes distances. Oui. Où en fait, tu as 2-3 objectifs dans l'année, tu les fais, tu pointes, tu termines le temps, tu as telle cote, et puis ciao. Et du coup, ouais, c'est un peu trouver l'équilibre par rapport à ça. Et je pense que la vérité, c'est pas tout noir ou tout blanc, c'est pas faire que des trucs de 1000 bornes en off solo. Mais voilà, c'est de temps en temps peut-être faire une TDS et puis aussi avoir un autre projet, un peu comme a fait Kylian Jornet au final récemment. Et d'ailleurs, pour moi, c'était ma plus grande inspiration. Quand j'ai commencé à le suivre quand j'avais 13-14 ans. J'avais fait un kilomètre vertical par hasard à Manigo parce que j'étais en vacances avec ma famille. Et d'ici, ouais, exactement, juste derrière. Et donc, je savais pas trop ce que c'était. J'avais vu que c'était une course de 3 km de long. Je me suis dit, ça va, c'est très long. J'avais 1000 mètres de déni. Bon, voilà, mais j'avais déjà fait le Grand Colombier pour les amateurs de cyclisme là, qui connaissent. Il y a un nouvel ultra trail d'ailleurs là-bas. J'avais déjà fait 18 bornes et eu 300 mètres de dénivelé. Et c'était mon objectif, c'est de faire tout en courant quand j'avais 13 ans, je me souviens. C'était un peu ma prépa physique pour le tennis, quoi. Et j'aimais bien. Et puis du coup, j'avais fait ski vertical. Et c'est là où Kylian Jornet avait gagné. Ah oui. Et du coup, j'avais vu en plus qu'une semaine avant, il avait établi le record sur le Mont Blanc. Donc en 5 heures, là, depuis l'église de Chamonix. Et donc bref, j'avais commencé à le suivre à partir de ce moment-là. Et j'avais toujours, je le suis à fond, quoi. Mon idole c'était Roger Federer, puis je suis passé à Federer et Kylian, puis que Kylian. Ah oui. Et donc il m'a beaucoup inspiré avec son projet Summits of My Life aussi. Ouais. Donc le record d'ascension des plus hauts sommets de chaque continent. Ouais. Et en fait quand j'ai réalisé mon propre projet, moi je me suis vraiment inspiré de ça aussi, à mon échelle en fait, parce que je me suis dit c'est cool que chacun ait un peu son propre projet et adapté à son niveau quoi. Ouais. Et à ses envies. Je me suis un peu perdu, mais... Moi pas. Ah ouais? Justement, parce qu'en fait, déjà d'une, alors toi, tu as parlé à Kylian Jornet sur les distances, déjà les formats, les différents formats, il est capable de courir très vite, de courir très longtemps, de courir très haut, de courir très bas, c'est toujours en courant, ou
en ski d'ailleurs aussi, ski Ouais, tout à fait. Mode alpi. Et donc oui, on peut varier les plaisirs tout en restant soi finalement, en se perdant pas, mais même si parfois c'est peut-être pas toujours cohérent vu de l'extérieur. Mais pour autant lui il fait pareil, une fois plus, tu vois, il fait son propre chemin quoi. Et puis oui, et puis là on a vu récemment les 2 dernières années où il a fait tous les sommets de 3000 des Pyrénées, un truc monumental, et surtout l'année dernière où il a fait 82 sommets de 4000 et qu'il a établi le record là, en moins de 20 jours. Et moi je trouve ça juste fou. Et à la fois, lui il arrive à gagner Cirezinal et à faire ça, donc il est sur une autre planète, mais voilà, je trouve ça assez chouette en tout cas. Et je pense que pour performer et de durer dans le temps, dans tous les cas, il faut écouter ses envies. Alors justement, ce serait quoi ta plus grande folie à toi? Ma plus grande folie serait faire la Via Alpina en one shot. En one shot, ouais. Donc c'est la traversée de toutes les Alpes, 2500 km, 170 000 mètres de dénivelé. Ouais. Et ça, c'est un peu l'objectif ultime, quoi. C'est le 40e de mes 40 objectifs, on va dire. Ouais, voilà, parce que j'attendais que tu nous en parles un peu de ça. Parce que quand même, ce qui fait qu'à un moment donné, il y a l'année dernière, et je crois que c'est au moment où juste après avoir podcasté Goulwen d'ailleurs, dont tu parles avec l'agence Fresh Touch, où je te vois arriver sans te connaître, mais en fait, il parle de ce projet-là. Donc, c'est quoi ce que tu viens de nous dire là? Oui, en fait, c'est 40 objectifs. Donc, il y a la plupart des objectifs, c'est avec des dossards. Ouais. Donc, c'est faire des top 10 en fait sur des courses type la TDS, la Maxi Race, la Diagonale des Fous, la Montagnarde, l'Ultra Tour du Beaufortin. Voilà, des courses comme ça. Et ensuite, c'est les courses un peu qui me font rêver, assez montagneuses. Ouais. Ouais, c'est vraiment ce que je préfère plutôt que les formats rouleaux. Et après, il y a aussi d'autres objectifs en fait qui eux sont sans dossard. C'est des projets off, donc ça, il y a le GR20 en one shot, il y a la traversée des Alpes, donc le GR5 et du Léman à la Méditerranée, il y a la traversée des Pyrénées, donc le GR10, et en fait le plus long est la Via Alpina. Et le but c'est de faire tous ces... Là je me suis pas donné de contrainte de temps, parce que c'est tellement long, c'est simplement essayer de les faire, on va dire le plus vite possible, mais en tout cas d'aller au bout, quoi. Ouais. Et du coup je pense que ça va rythmer un peu en tout cas les prochaines années. Et voilà, je vais continuer à faire des formats à 100, à 200 km, c'est sûr, parce que je pense que je peux aussi prendre du plaisir là-dedans, mais j'ai vraiment aussi envie de spécialiser plus sur ces types de formats un peu longs en off, plutôt sans assistance, où tu es encore plus en mode aventure. Et où tu laisses une empreinte carbone aussi un peu moindre, quoi. Je trouve ça, je trouve ça beau d'avoir de la certitude, quoi, pas savoir où tu vas dormir, manger, quelle rencontre tu vas faire dans la journée. Et je trouve ça assez chouette. Dans l'agence, il y a aussi Mathieu Blanchard, qui lui aussi assume complètement cette non-étiquette, c'est-à-dire me mettre en étiquette ultra, mettre en étiquette voile maintenant, ou en étiquette que sais-je encore. Finalement, je fais tracer mon propre chemin, vivre mes aventures, et j'en parle d'autant plus en connaissance de cause que la personne qui l'accompagne au niveau prep mental, en tout cas dans ses grandes réflexions l'année dernière et ses incertitudes aussi, Eric Lacroix, lui a amené justement sur ces discussions, ces dialogues, sur cette ouverture d'aventure en fait. Et finalement, indépendamment des marques, indépendamment des agences, et pour le coup, je crois que Goulwen est très cool avec ça. Il n'y a pas de sujet, puis ça tombe bien en plus. Il est aussi dans la voile et dans pas mal d'autres sports aussi. Donc il n'y a pas de sujet là-dedans. Donc en fait, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, toi sur cette année en tout cas, ça peut devenir un sujet et finalement et on n'est pas en train de faire, on fait le procès de personne, encore moins le tien, mais de se dire finalement, oui, on est un petit peu happé par un système, et là est-ce que ce serait celui des codes ITRA, est-ce que ce serait celui de faire des dossards finalement, et si tu veux en parler, on en parle, si tu veux pas en parler, mais pas en parler, mais en fait, est-ce que parfois il y a des choses qui nous amènent et qui nous éloignent un petit peu de ce qui fait sens pour nous, nos projets ou de notre défi initial, parce que là ton projet quand même, tu lui as donné un nom, c'est 40... Oui, sur les traces de mes sommets. Sur les traces de mes sommets. Donc est-ce que des fois on n'est pas sans s'en rendre compte, on s'éloigne un petit peu de ce qui fait sens ou ce qu'on a dans notre cœur, parce que oui, c'est la vie, tout simplement. Ouais, bien sûr. Déjà, c'est un milieu qui se professionnalise beaucoup, qui a déjà beaucoup évolué depuis 3 ans, le moment où ce projet a démarré. Ouais. Le niveau augmente, il faut s'entraîner de manière de plus en plus professionnellement. Ouais. Et
Et forcément, pour pouvoir espérer continuer à en vivre aussi, et à se dégager du temps pour s'entraîner, etc., il faut aussi performer, quoi, et que les marques soient contentes de t'accompagner. Donc voilà, alors c'est très beau de faire des courses comme la Swiss Peaks, mais en fait, soit tu deviens vraiment expert dans ce milieu-là, un peu comme un Seb Réchon ou Aurélien Sanchez, et en termes de communication, de visibilité, ça marche pas mal. Voilà, ils n'ont pas des grosses cotes ITRA, hein, et pourtant c'est des brutes dès qu'il y a plus de 300 bornes. C'est dans les meilleurs au monde. Soit sinon d'un autre côté extrême, t'essayes d'avoir des cotes à plus de 850 sur les plus grosses courses de trail, et là les marques sont contentes aussi. Mais moi je pense que je suis un peu dans un entre-deux, je sais pas, j'ai pas envie d'être dans l'extrême et faire que des courses et voilà, et chercher des grosses cotes, et ni faire non plus que des aventures un peu off. Donc je pense que je suis un peu entre les deux, et à mon avis mon équilibre se situe entre les deux. Mais parfois le problème c'est que quand t'es un peu entre les deux, et au final t'es... Comment dire, si les marques elles vont plutôt aller chercher soit quelqu'un qui est le meilleur au monde sur les très longues distances, soit quelqu'un qui a la meilleure cote, quoi. Donc les doutes aussi viennent un peu de là, donc il y a de plus en plus de densité, il y a de plus en plus de coureurs aussi, donc pourquoi les marques vont choisir un autre coureur plutôt que toi? Donc il y a un peu toutes ces questions, et puis après quand tu as une petite blessure, moi je suis très très peu souvent blessé, donc c'est un peu nouveau aussi pour moi. Donc ça fait beaucoup de questions au final, et puis après aussi tu peux aussi vite un peu t'éloigner de ton chemin pendant quelques temps, un peu te perdre, et même remettre tout en question, quoi, et ça c'est dur franchement. Et même moi je suis un peu dans l'extrême, c'est un peu tout ou rien. Du coup quand je suis à fond et que je fais des grosses semaines d'entraînement, j'ai envie d'y aller, me rentrer dedans, en remettre. Et inversement, parfois, avant de prendre une course, je fais rien et j'ai pas spécialement envie de m'y remettre. Je suis content de rien faire. J'ai l'impression que je suis, je sais pas, un peu tout seul à être comme ça. Il y en a sûrement d'autres, mais du coup, parfois, je suis en mode, mais est-ce que, en fait, c'est vraiment ça que je veux? Puis après, il y a un truc, tu le fais que, en fait, ça me dit, non, en fait, c'est quand même. Je crois pas que les Kylian, Mathieu Blanchard, je prends ces deux noms-là parce que tu as parlé de Kylian, j'ai parlé de Mathieu. On pourrait parler d'autres, hein, tu as parlé de Seb Réchon, etc. Mais comme on est dans un registre plus aventure ou ultra, tu ne crois pas qu'ils se posent pas ces mêmes questions-là? Tu te dis, c'est possible. Après, peut-être on n'en parle pas assez, mais. Je peux te dire qu'ils se les posent. Ouais, c'est vraiment. Je suis pas le coach ni de l'un ni de l'autre, mais pour connaître un peu l'autre côté. Puis même, en vrai, je te prends eux, mais si dans ce podcast-là aussi, finalement, c'est un peu mon exploration, c'est de se rendre compte que finalement, les questionnements, on a tous à peu près les mêmes. Mais par contre, c'est vrai, il est vrai que quand on se les pose, on a l'impression de se sentir un peu seul. Ouais, c'est vrai, ça peut vraiment te bouleverser, quoi. Maintenant, il y a de plus en plus de personnes qui changent un peu de carrière, je trouve. C'est un peu à la mode, entre guillemets, d'aller chercher une belle qualité de vie, tout ça. Donc voilà, mais des Parisiens qui déménagent à Annecy, il y en a plein pour vivre une vie meilleure, et tant mieux. Mais ouais, quand tous tes choix de vie, etc., ils tournent autour de ça, et puis ta confiance en toi, elle est à zéro, tu vois que t'es blessé, tu sais pas si ton corps il va te permettre de revivre des trucs longs et tout. Franchement, c'est vraiment dur, hein, je trouve. Ouais, la vie est le test. Hein. Ouais, c'est le test à vœux. Hein. C'est ça, tu fais le toboggan, mais tu sais pas si tu vas remonter. En fait, tu arrives dans un creux où tu es tellement en bas que du coup, tu te dis même pas oui, ça va remonter. T'as l'impression qu'il n'y a pas d'issue, quoi. Alors ça me fait vraiment penser à Sissi Cusso, ce que tu dis. Ça fait super longtemps que c'est une de mes premières, en fait, au micro d'Objectif Finisher. Et franchement, écoute-le. Parce que Sissi Cusso, tu vois, oui, je la connais bien. Tu la connais. Elle fait partie de l'agence aussi. Longévité, pardon. Et puis en plus, tout le monde la connaît, bref. Mais s'il n'y a qu'une chose à retenir de ce qu'elle raconte pendant toutes nos discussions, c'est les hauts et les bas, quoi. Tu sais, l'encéphalogramme, quoi, en fait, pas plat. Et elle dit, mais c'est la vie, en fait. C'est comme les battements du cœur. Alors, du coup, on faisait l'analogie là-dessus. Elle dit, et en fait, c'est pour ça que je vis, quoi. C'est pour ces hauts et ces bas. Et c'est vrai, quand t'es en bas, ça fait chier. Mais tu sais que ça va remonter derrière. Par contre, t'aimerais que ça remonte plus vite, quoi. C'est ça. Après, elle s'arrête jamais, elle aussi. Donc, elle enchaîne tout le temps les courses. Du coup, ça empêche d'avoir trop de bas, quoi, on va dire. Ouais, à son rythme, pas le temps de se poser des questions. Et puis, en fait, dans l'action, quoi, finalement. Quand on réfléchit, forcément, c'est statique.
statique et quand on est en action, bah, ça bouge. Donc c'est ça. Ouais, mais le problème, c'est quand tu commences à être en statique, c'est d'autant plus difficile de se remettre en Et action. quand tu es dans la blessure en plus, bah, t'as pas le choix. Ouais, tout te paraît un peu des montagnes, quoi. Pourtant, t'en as traversé des montagnes, mais ça te paraît des... Ouais, il y en aura d'autres. Oui. Et puis il y en aura plein qui t'attendent sur tes projets. Redis-moi le nom, 40 sommets Sur les traces de mes sommets. sur les traces de mes sommets. C'est ça. Et du coup, il y a 40 objectifs. Donc là, j'en ai fait 4. Ouais. On est sur la 3e année. Ouais. Et donc là, il y a top 10 sur la TDS, top 10 sur le Trail Atlas Quest. Ouais. Cette année de prévu. Peut-être un projet off aussi, Ouais. au mois de juillet, à voir. Ça dépend de comment je me remets avec mon genou, etc. Et Ça si serait tu fais 11e, ça rentre pas dans... Non, il faut refaire. Ouais. C'est vrai? Ouais. Ah ouais, tu te mets vraiment le... Oui, après, je veux dire, c'est possible que aussi cet objectif évolue avec le temps. Ouais, bien sûr. Donc en fait, peut-être que dans 5 ans, je me dirais, ouais, en fait, faire top 10 de la TDS, maintenant ça me parle plus. Et peut-être qu'à la plage, je préfère faire Thonon-les-Bains à Briançon. Et en fait, ça me parle plus. Où est-ce qu'on peut trouver cette liste? Il faut suivre en fait sur le. Alors, je l'ai pas publié en intégralité. Enfin, j'ai donné pas mal d'exemples. Mais j'aime bien aussi garder un peu une partie cachée, on va dire. Je pose la question, Mais comment suit ton projet en fait? Oui, alors c'est sur mon compte Instagram, en vrai c'est le plus simple, j'ai mis un Linktree, Ouais. et du coup ça donne accès notamment à la cagnotte en faveur de Wildlife Project, Ouais. et du coup il y a tout mon projet qui est détaillé, donc voilà. Ouais. Ça permet d'avoir toutes les infos en tout cas. Qui sont les fidèles aujourd'hui et qui t'accompagnent sur ce projet? Alors il y a les personnes, tu l'as dit, comme Goulwen, et puis après ton coach, ta prep mentale et puis ta femme de cœur, Clara. Quels sont les partenaires que tu as envie de remercier aussi? Parce que sans eux, c'est compliqué quoi. Ouais, Je peux les nommer ici. Hein. Donc j'ai la chance d'être accompagné par Dynafit depuis 2020, Bauergen Nutrition depuis 2021. Ouais. Et ensuite j'ai eu, grâce à Fresh Touch, j'ai pu être accompagné par le laboratoire SVR qui fait plein de produits pharmaceutiques et sans perturbateurs endocriniens, donc ce qui est plutôt bien pour la santé de la planète. Et puis par Cryo Advance NC. Cryo Advance NC, c'est pour la récupération. Donc là ils m'aident bien en ce moment avec des cryos corps entier localisés pour le genou notamment. Donc voilà, et puis j'ai eu Lightback aussi, qui est une machine qui a été créée par des kinés pour améliorer la mobilité. Aussi, et ça m'aide aussi pour le genou. Ouais. Donc, et puis Fresh Touch aussi qui a pris en moi et qui continue, j'espère, de prendre en moi. Oui, comme on dit, l'espoir, hein, c'est ce qui fait vivre beaucoup de personnes et beaucoup de communautés, voire même le monde entier. Hein. S'il n'y avait pas d'espoir, en fait, ce serait triste. Hein. Et qu'est-ce qui t'anime au plus haut point? C'est ce rêve-là? Est-ce qu'il y a un truc au-dessus encore qui dit, une fois que j'aurai fait finalement mes 40 traces, mes 40 sommets, il y a quelque chose derrière d'encore plus grand? Moi, je dirais juste rendre fière ma mère. En vrai, pour moi, c'est vraiment, je pense, le plus important. C'est ça le chapeau de tout. Ouais. Comment s'appelait ta maman? Françoise. Et elle t'a transmis quoi d'ailleurs? Parce que tu as vécu 10 années à ses côtés. Qu'est-ce qu'elle t'a pas transmis et que finalement il vit encore en toi quelque part? C'est quoi le truc qui te tient le plus à cœur par rapport à cet héritage? Je dirais qu'elle... en fait, ça se complémente bien avec mon père. Ouais. Mon père est très compétitif, il m'a vraiment transmis ce côté de dépassement de soi, de donner le meilleur de soi-même. Ouais. Voilà, il a eu une belle carrière et il continue de se battre pour que ça marche bien. Et ma mère, à l'opposé, elle était très calme, patiente et très... elle est très je dirais, dans le côté contemplatif. Donc elle aimait beaucoup les randonnées en montagne, aller marcher avec ses parents. Et c'est du coup, à mon avis, ça va être beaucoup pour le trail parce que j'ai ce côté amour de la montagne, patience et résilience aussi, parce qu'elle a été malade pendant 5 ans et on pensait que ça arriverait, que la France elle serait beaucoup plus proche d'elle. À chaque fois on lui disait il te reste rien, et au final ça a duré 5 ans, ce qui était très long. Donc en fait, mes souvenirs, forcément, je me souviens pas trop de quand j'avais moins de 5 ans. Du coup, mes souvenirs, c'est vraiment un peu que quand elle était malade. C'est ça exactement. Et du coup, elle a jamais arrêté de se battre, et toujours en montrant que la vie est belle et que ça vaut le coup d'être vécu. Et puis voilà, à l'opposé, mon père qui est plus dans la compétition, dans la performance. Et du coup, je pense que ces deux côtés mettent bien pour le trail et se complémentent bien. Ouais.
Donc oui, du coup pour moi c'est... je sais qu'elle s'est aussi battue pour nous, pour vivre le plus longtemps possible, pour nous accompagner. Et je pense qu'elle serait fière de ce projet. Donc je dirais que c'est pour moi c'est le plus important. Ton frère est plus grand, petit? Plus âgé. Plus âgé? 2 ans de plus. 2 ans de plus, d'accord. Toi, t'es le petit dernier? Troisième, et puis j'ai une grande sœur qui est de 91 et une petite sœur qui est de 2002. D'accord. Et puis après, mon père s'est remarié, du coup j'ai 2 frères par alliance et une sœur par alliance. D'accord. C'est une belle famille. Ouais, une belle famille. C'est bien de se retrouver tous dans cette cette fratrie ou cette. Ouais. Et vous avez un lieu d'ailleurs d'attache, c'est plutôt ici? Du coup c'est entre c'est entre l'Afrique du Sud, du coup sont mes parents, mais j'y reviens un maximum une fois par an. Et sinon on a une maison de vacances à Saint-Palais-sur-Mer, donc en Charente-Maritime. Pour Charente-Maritime, d'accord. Et ça j'y vais, c'était du côté du coup de ma belle-mère, et ça j'y vais une semaine tous les étés, c'est un peu le rituel. Et puis sinon j'ai ma famille aussi originaire de la région, quoi. Ouais. Donc toi tu as décidé de mettre tes valises ici, de t'entraîner là. Tiens, pour ceux qui connaissent, tout le monde connaît Annecy, non, pas forcément d'ailleurs. Mais c'est quoi ton parcours préféré toi ici? On parlait du Mont-Verrier tout à l'heure, parce que quand on pose des valises, allez direct derrière ça, là, on grimpe, c'est ça. Mais toi, on parlait de contemplation. Tiens, si on parle de la Haute-Savoie, et puis après on ira peut-être au-delà. Mais en Haute-Savoie, c'est quoi ton parcours contemplatif? Tu disais, je suis au bon endroit. Ouais, je pense que ce que j'ai vraiment le plus fait, c'est le Mont-Verrier. Et la boucle classique, c'est de faire les crêtes et après redescendre par les contrebandiers. Et là, ce qui est bien, c'est que ça prend pas beaucoup de temps, 2 heures, tu t'es bien dépaysé. Après, j'ai déménagé il y a 2-3 mois et j'habite à 30 minutes d'Annecy maintenant. Je suis à Archamps, au pied du Salève. T'es à Archamps? Ouais. Et du coup, je découvre cette montagne qui est Salève et qui est très très sympa. Et malgré mon amour pour le Verrier, franchement je commence à vraiment beaucoup aimer le Salève aussi. Il y a moins de monde et il y a plein de sentiers très alpins avec même des voies d'escalade et du coup ça me fait changer aussi après avoir bien poncé tous les sommets au-dessus d'Annecy. Et après je reviens une fois par semaine à peu près, parce que j'ai la cryothérapie qui est toujours là, déjà mis, et puis après dans l'événementiel il y a beaucoup d'événements aussi à Annecy dans le trail, etc. Et quand tu viens entre les deux, là tu t'arrêtes chez Sébastien? Ouais, c'est presque bon, tu fais un détour quand oui, ça t'en va des tours par là. Je suis en fourrant, tu peux aller là-haut là, il t'emmène un peu, tu fais découvrir un petit peu là le plateau 2. C'est le plateau. Il y a les Glières et puis il y a Soudine après là-bas. Où c'est très haut, il y a plein de bouquetins, plein de chamois. C'est très classe là-bas et puis pas trop de monde aussi. Donc c'est chouette. Après maintenant il est plus à Genève. Il devient barista là dans un petit café à Genève. J'ai pas su. Il est moins présent ces derniers temps. D'accord. On en reparlera en haut parce que j'ai un des gars que j'accompagne, moi, qui est barista à Genève. Et si Sébastien se met là-dedans, il faut que je connecte là. Ok. Ok pour ce petit voyage là. Donc là le prochain, on va se dire que tout est ok pour toi. On se dit que tout est ok. Hein. Là, le grand défi, c'est quand même la TDS pour toi, cette année. Le challenge principal, puisqu'après, tu peux partir de l'autre côté de la Méditerranée. Mais entre-temps, tu as la TDS. C'est quoi une bonne préparation pour toi? Là, comment tu l'appréhendes? Et puis, si on peut partager un petit peu à ceux qui seront sur la TDS, ou ceux qui, en tout cas, des parcours là, cette année, ils se posent un peu de questions. N'hésite pas quand même, Mathis, top 100, top 100. Déjà, top 100, c'est déjà pas mal, hein. Mais un top 10 sur ces épreuves-là, il a quand même dans sa besace quelques expériences ou quelques bonnes pratiques, quand bien même, il y a ce qui se passe en ce moment, mais qui ne passera pas un jour par là ou qui n'est jamais passé par là, levez le doigt, je pense qu'elle n'a pas beaucoup. Donc, c'est quoi, toi, tes bonnes pratiques, toi, en termes de performance, de préparation, de façon générale, en fait? Ouais, moi je pense qu'il faut quand même beaucoup de volume pour pouvoir encaisser des distances aussi longues. Et là où je me sens le plus confiance, et je sais que j'ai fait des belles semaines avec un bon volume, il y a des belles courbes sur Strava. Et que je sens que j'ai vraiment passé du temps dehors et que j'arrive à bien encaisser. Et après, pour une recette, pour moi, le jour J, c'est vraiment d'avoir envie. Donc aussi prendre le temps avant la course de décharger et d'arriver frais physiquement et mentalement. Je pense qu'on a beaucoup qui sont un peu trop fatigués au départ des courses, voire blessés, quoi.
Donc ouais, bien se reposer aussi en amont, tout en gardant un peu d'intensité. Et après en course, c'est essayer de s'écouter et en même temps parfois un peu de s'efforcer. Il faut trouver l'équilibre, mais parfois il faut se forcer à manger, même quand on n'a pas trop envie, parce que sinon on le paye quelques heures plus tard. Et planifier un peu le tracé quoi, en amont et pouvoir visualiser un peu le parcours, savoir combien à peu près de D+, sur cette bosse, où est les ravitaillements. Voilà. C'est pas être lancé totalement dans l'inconnu, quoi. Ça aide, je pense, pour déjà moins stresser et être plus confiant au départ, quoi. Sur la course parfaite pour toi, c'est que pour l'instant, tu as vraiment bien tout géré, c'était laquelle? Bah, je dirais l'Ultra Maxi Race, peut-être en 2021, où j'avais gagné. Ou Trail de l'Étendard aussi. C'était en 2021 aussi, où j'avais gagné. Et c'était 2 courses où... Alors sur Ultra Maxi, je m'étais fait la cheville vers le 30e kilomètre. Donc j'avais un peu subi dans les descentes. J'avais vraiment peur que ça retourne. Ouais. Et du coup, je descendais relativement cool. Et peut-être que ça m'a permis du coup de pas me cramer quoi, et au final de finir bien la course. Intéressant. Donc ouais, je dirais ça. Après bah, la Swiss Peaks aussi, sinon je pense avoir pas trop mal géré. Mais je sens qu'il y a encore beaucoup de choses que je peux améliorer, des curseurs voilà, à aller grappiller. Mais c'était ma première expérience sur aussi long et ça m'a permis aussi de prendre du plaisir, donc de l'habitude comme ça. Donc ouais, c'était des formats différents quoi. Trail Étendard c'était un 65, Maxi c'était 114 à l'époque, et puis Swiss Peak 700 km. Donc voilà. Il y a un truc qui m'échappe, la Swiss Peak t'as dit combien? 700 km. Alors je confonds là, moi je suis resté sur le format 100 miles. Non, ouais, j'ai fait le format 700, c'était 715 km. Mais... Alors, toutes mes offenses, mon cher monsieur, qu'est-ce qui t'a amené à... Parce que là, pour le coup, on est sur les formats que t'aimes, a priori. En tout cas, quand je t'écoute, j'ai l'impression que quand tu parles des GR et de ces grandes traversées, il y a quelque chose qui t'attire, sans dire que le reste ne t'attire pas. Et c'est plus ce que tu dis, c'est être capable d'aller un petit peu sur toutes ces distances. Je suis un peu omnibulé par le chat qui est en train de passer. C'est bien un chat, c'est pas un chat noir. Et là, en fait, sur ce format-là, en quoi tu t'es... Je sais pas, tu l'as pas mis en numéro 1, tu es en 3e, peut-être t'avais oublié, mais qu'est-ce qui fait que tu t'es bien plu? Alors, on va aller sur les 3 formats, en fait. Qu'est-ce qui fait que tu t'es bien plu sur le 65, sur le 105, et là, d'un seul coup, bim, 700? Oui, je l'ai pas dit en premier, parce que je pense qu'il y a... Il y a des curseurs à améliorer, je suis sûr. J'avais terminé 9e, mais quand même assez loin du premier. Victor Richard, et après bah, il y avait eu Sabréchon et Aurélien Sanchez qui ont terminé 2 et 3. Le Trail Étendard, bah, j'avais fait une course complète en fait, du début à la fin, et je me souviens, bah, en fait, je fightais avec Benoît Girondel. C'était quand il était... Bah, maintenant, il fait un peu plus du vélo et tout, mais voilà, c'était dans ces dernières années vraiment trail, et en fait, je pensais... Je courais avec lui, on était tous les deux un peu en mano à mano, j'étais pas sûr que ça tienne jusqu'au bout, et puis au final, bah, dans la descente, j'avais accéléré, et puis ça avait tenu, et du coup, j'étais un peu surpris. Et voilà, donc ça s'était très bien passé, j'avais eu aucun coup de mou pendant toute la course. Ultra Maxi, pareil, j'ai pas eu de coup de mou, enfin alors, hormis cette cheville qui est partie, donc l'effort était linéaire, et je me souviens, c'était des époques où, enfin des époques, ça me paraît, c'était il y a 4 ans, mais voilà, on n'était pas du tout dans le gut training d'actuellement, donc moi j'étais avec mes barbaou à 15 grammes de glucides, j'en prenais 2 par heure, j'avais pas de boisson d'effort, donc je devais être à 30 grammes de glucides, et au final, c'était nickel quoi. Peut-être c'était pas assez, peut-être j'aurais pu un peu plus performer avec plus, mais en tout cas, ça s'était bien passé, et j'avais fini bien quoi. Il y avait Ben Diman qui avait terminé 2e, et Bastien Fleury 3e, et bah maintenant ils ont une très belle carrière, bien mieux que moi en tout cas pour l'instant, mais ouais, c'était très bien passé quoi, c'était une belle journée. Et sur le coup, j'avais pas trop remarqué, pour moi j'avais fait une course à mon niveau à ce moment-là, et puis en fait c'est avec du recul que voilà, tu te rends compte, et puis tu es fier de ce que tu as fait, etc. Mais sur le coup, c'était pour moi normal que j'ai gagné quoi. Puis je m'étais beaucoup entraîné avant aussi, donc je faisais plus de volume même que maintenant. C'était vraiment tout le temps des semaines à 30 heures. Et donc je pense que la clé est un peu là-dedans, et là j'ai débuté avec Sepchenio aussi au final quand j'ai quitté Explorer Project, donc il y a un peu plus d'1 an. Donc aussi on apprend à
à se connaître, et c'est pour ça que je pense que j'ai pas encore trouvé tout à fait le truc qui me correspond bien. J'ai ajouté beaucoup de intensité que je faisais pas avant. Ouais. Federer, hein, tu m'as dit tout à l'heure. Oui. Il a mis combien de temps parce qu'il a tout gagné à un moment donné de sa carrière, et puis à un moment donné il dit blessure, opération et tout, et indépendamment de la blessure, de ce que j'en sais, hein, je suis pas un expert en tennis, hein, et tu sais bien mieux que moi de quoi je veux parler, mais il a mis combien de temps à se réinventer, à remettre un nouveau tennis en place et à revenir à nouveau au meilleur niveau? Il s'est passé combien de temps? Ouais, c'est vrai. Déjà, il est arrivé quand même relativement tard, hein, premier Grand Chelem à 23 ans. Ouais. Alors que maintenant, tu vois des Alcaraz à 18 ans qui arrivent, ou même Nadal, hein, il avait 18 ans. Ouais. Et ensuite, il a duré longtemps. Et oui, il a fait une petite pause. Ça a mis, je pense, 2 ans. Bien 2 ans où il avait un peu de mal. Il changeait de taille de tamis, de raquette, etc. Gros changement. Pour essayer de s'adapter par rapport au nouveau tennis. Ouais. Parce que le tennis avait évolué quand il est arrivé dans les années 2000. Ouais. Par rapport à maintenant où c'est quand même plus de puissance avec des Djoko. Ouais. Bon, il n'y avait pas encore Alcaraz à l'époque, mais voilà, le tennis a évolué, du coup il a essayé de contrer ça, et c'est vrai qu'il a mis du temps et on savait pas trop s'il allait revenir, les gens l'enterraient, etc. Enterré même. Et au final derrière il a regagné avec 3, 4, 5 grands chelems, donc ouais c'est vrai, faut prendre le temps, mais j'imagine qu'il a aussi eu des périodes très dures, ou comme Rafa aussi avec ses blessures au pied et tout, donc ça a été compliqué. Et au final, tu dis que même les plus grands champions de l'histoire comme ça ont eu des périodes de doute, etc. C'est que toi, en tant que petite personne à côté, peut-être que c'est normal, quoi. Petite personne. Tu mesures combien, Mathis? 1m82, 83. Pas plus, je te vois plus grand. C'est pour ça que je disais tout à l'heure grand, de gabarit, tennis et tout. D'accord, moi aussi, tu vois, je me vois petit. 1m77 ou 18. Je me tasse un peu aussi avec les années. Non, mais c'est toujours intéressant. Désolé, je fais pas. Le but de ce podcast n'est pas de faire un coaching, hein, mais quelque part, en fait. Je crois que je te le disais en off tout à l'heure, c'est vrai que souvent après notre conversation, alors plus sur le podcast Champion de ma vie d'ailleurs, mais on me dit putain en fait c'est un vrai coaching, ou c'est une vraie discussion qu'on a eue, et on me rappelle le lendemain, on m'a écrit un message, il y a un truc qui me revient, et grâce à notre discussion, et d'ailleurs avec Eric Lacroix, et même j'ai été hier avec François Castel, tu vois, dans le monde de l'accompagnement sur les habiletés mentales. Nous, ce qui nous anime, c'est les discussions, quoi, c'est les dialogues. Déjà entre nous, on dialogue beaucoup, et ça nous aide en tant que fasciné par la dimension du mental que ça peut prendre dans une vie, et dans l'impact que ça a dans nos vies, en bien ou parfois moins bien, quand on parle d'addiction, ce genre de choses, ou la blessure. Mais c'est par l'expérience on est convaincu que c'est par l'expérience qu'on apprend déjà. C'est pas la science, oui, vient conforter évidemment, mais c'est par l'expérience. Donc déjà courons, et puis observons, dialoguons, questionnons, et c'est comme ça qu'en général viennent pas des révélations, hein, mais voilà, un cheminement. Et puis finalement on franchit une marche, puis une deuxième, puis une troisième, puis des fois on descend. Ouais, oui, à l'image de ce que tu disais tout à l'heure, des fois ça descend, on va à la cave des fois aussi, et c'est un peu sombre, c'est un peu obscur, on n'aime pas y aller, mais on en revient toujours avec de nouvelles quoi, je sais pas, nouveaux regards, nouvelles dimensions. Et ça tu vois, un Federer, je pense qu'il a été longtemps dans se questionner aussi sur lui, hein, pour retravailler son tennis. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? J'ai rien à prouver à personne, j'ai été numéro 1, j'ai tout gagné, mais quoi? Et quelque chose de plus grand, quoi, en fait. Écrire l'histoire, écrire sa légende, ou en tout cas être fier de ce qu'on fait. Toi, t'as une belle histoire, une sacrée légende à écrire. Elle peut être aussi un peu oppressante quelque part, parce que se dire, putain, 40 belles beaux sommets, avec en plus le top 10 entre guillemets, ça fait un truc hyper gourmand. Lorsque t'en as fait un bout, c'est toute une vie en fait, ça. Ouais, mais en fait, je le vois pas trop comme ça. Ouais, dis-moi. Ce qui mettrait plus la pression potentiellement, c'est les contraintes d'objectifs de résultats et de cotes, etc. Ouais. Mon projet perso, ça met pas tant de pression, c'est plus ça me stimule au moment où je me dis que j'ai envie de lâcher parce que j'en ai marre. Et en fait, je me dis non, mais il y a ça, quoi. Et derrière, mais je le vois plus comme un stimuli, on va dire, et qui te rappelle pourquoi tu fais ça. Ouais, pourquoi le sens. Et en fait, j'ai eu un gros burn-out après ma victoire à l'Ultra Maxi Race en 2021.
Parce que justement j'avais atteint mon objectif. En fait, quand j'ai commencé, mon premier objectif c'était d'être finisher de l'UTMB. Et quand j'ai commencé, moi j'habitais à Paris, juste le fait d'aller au bout, je trouvais ça mais complètement fou quoi. Bah, courir 170 km pour le Mont Blanc, enfin pour moi c'était vraiment fou. Et puis au final j'ai réussi, du coup quand je l'ai fait, c'était en 2020. Ouais. Ou 2010, non, 2010, ouais, c'était 2020. C'était 3 ans après que j'ai débuté, j'avais terminé 88e. Ouais, top 100, TMB. Oui. Ouais. Et bon, c'était un peu dur, c'était la période Covid, du coup j'avais dû faire la deuxième dose de vaccin une semaine avant, parce que j'ai évité à tout prix de la faire, puis au final c'était obligatoire. Ouais. Donc ça m'avait un peu secoué, je pense, sur la fin, où j'avais vraiment fini en randonnant, je me sentais vraiment fatigué. Mais en tout cas, voilà, j'avais quand même fini, et j'avais atteint cet objectif du coup de finir. Et après, du coup, juste après ça, je me suis dit, bon, il faut un autre objectif qui est de gagner un bel ultra trail, en fait, avec de la compétitivité dans le coin, qui a du sens. Et puis, du coup, l'Ultra Maxi Race est tombé 1 an après. Non, même pas, non, c'était la même année, l'UTMB c'était en 2021. Ah, 2021. Et en fait, la Maxi Race avait été décalée, normalement c'est toujours fin mai, ça avait été décalé à fin octobre avec le Covid. Ah, donc t'enchaînes derrière. Et du coup, j'ai enchaîné, donc voilà, 2 mois après, je fais l'Ultra Maxi, et là, pour le coup, ça se passe super bien, je suis en forme, donc je gagne la course. Et du coup, j'ai gagné ce bel ultra avec, voilà, avec du niveau. Et derrière ça, j'ai eu un gros vide où j'avais vraiment, depuis le moment où j'avais commencé, donc ça faisait 4 ans, j'avais toujours eu une flamme, mais j'avais jamais eu de coach, j'avais jamais eu besoin d'aller chercher de la motivation quelque part. Voilà, j'enchaînais les grosses semaines d'entraînement en sachant pourquoi je le faisais. Et là, d'un coup, au moment où je devais reprendre, la flamme avait disparu quoi, totalement. Et ça se traduit comment au quotidien? Parce que derrière ce mot-là, qu'est-ce qui se cache concrètement? C'est pas envie de se réveiller le matin? Ouais, c'était dur parce qu'en plus, je venais de quitter mon emploi chez Snow Leader pour trouver autre chose. Et du coup, j'avais pas de job. En même temps, je perdais l'essence du trail, qui pour moi était très important à ce moment-là. Je pense que j'avais aussi pas pris le temps de me faire un bon réseau au niveau perso à Annecy. Enfin, je m'étais rendu compte que j'avais beaucoup d'amis sportifs avec qui allaient faire des sorties, trail, ça, il n'y avait pas de problème. Il y en a plein ici, mais pas des amis proches avec qui voilà, tu parles vraiment quand ça va pas et qui te remontent le moral et voilà. Donc, ouais, j'ai une période, j'étais vraiment bien déprimé quoi, et j'avais même pas envie de me lever le matin et j'avais perdu un peu le goût de tout quoi. Donc là, j'ai vraiment mis toute ma vie en question. Et c'était vraiment dur, et ça a duré bien 6 mois. C'est long. Ouais, c'était long. Ouais, donc c'est vraiment une période qui est longue, pas de jus, pas d'énergie, pas d'envie. Ouais. Tout l'hiver. Je pensais que je referais jamais de trail même. Ah ouais, c'est fini. Dégoûté et puis petit à petit c'est revenu. On va en parler un tout petit peu, je t'explique pourquoi. Parce que le but c'est pas de faire mon curieux, hein, mais comme une fois de plus, il y en a qui disent derrière en t'écoutant. Putain, mais carrément, je me reconnais, ça m'est arrivé. C'est pour ça que je te repose un peu la question. Et d'autant plus que Patrick Bauer, qui me dit « Je gagne le Tour des Géants », c'est connu, hein, mais il le dit sur... et c'était il y a quelques années, c'était 10 ans. Hein. Et encore aujourd'hui, j'ai pas digéré ma victoire. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en fait, même chose que toi. Et c'est même pas après, c'est pendant. C'est les 10 derniers kilomètres. En fait, il est éteint. Et la flamme s'est éteinte. Il le finit quand même. Mais il le finit dans un état où il était bien 2 heures avant ou 3 heures, je sais plus exactement. Il faudrait que je réécoute moi-même le podcast pour vraiment avoir les détails de la chose. Et il dit j'avais honte de moi parce qu'en fait il passe la ligne d'arrivée, alors il n'a plus la flamme, il le dit avec ses mots, et après une longue période où il est pas bien quoi. Et je savais pas. Ah ouais non mais tu vois t'es pas seul. Ça arrive à n'importe qui, tous les niveaux et n'importe quel âge. C'est pas qu'aux jeunes, c'est pas qu'aux anciens, tu vois, l'ancien qui a tout vécu, tu vois, le jeune qui a rien vécu et d'un seul coup ça y est. Non, il n'y a pas de... C'est très spécifique tout ça. Et c'est pour ça que je vois envie de te poser quand même un peu la question, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné ça repart ou que ça repart pas, que tu n'as même plus envie de courir. C'est juste, voilà, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné c'est le corps qui se réactive, c'est le cerveau, c'est le cœur, c'est une rencontre, c'est quoi? Justement, c'est à ce moment-là où j'ai commencé à travailler chez Explorer Project. Ouais. Et là, je me suis refait un bon cercle d'amis, proches, etc. Et je pense que ça m'a bien aidé aussi à retrouver un équilibre. Puis j'ai commencé à avoir un thé à joint aussi, justement.
D'avoir Antea, joint qui m'appelle parastress mentale. Ouais, très bien. Au début, c'était même plutôt des séances psy, on va dire, que mentales, quoi. Bien sûr. De gestion de course, quoi. T'es designer qui a sa psy depuis des années, des décennies maintenant. Et puis je pense aussi, je me suis dit que j'avais pas le droit de baisser les bras pour ma mère et de rien faire de ma vie, quoi. Parce qu'à l'époque, t'avais pas non plus encore t'avais pas le défi, il n'était pas encore dessiné. Non, justement, et c'est justement quand j'ai repris. Ouais. Que Antea m'a dit, en fait petit à petit je sentais que je retrouvais un peu le goût quand même au trail et je faisais des sorties mais je regardais pas le chrono et tout parce que mes chronos n'étaient pas du tout les mêmes que 6 mois auparavant, j'avais dû prendre 400 kilos. 400 Non, 400 même pas. Et du coup c'était vraiment juste le fait d'aller retourner en montagne, cool avec des potes. Et petit à petit le goût est revenu de refaire des ultra trails, mais je me disais vraiment juste d'être finisher, quoi. Donc je vais te dire la diagonale des fous quand même, j'ai bien envie de la faire. Et en TM Jean me disait de noter un peu ses objectifs dans un carnet, du coup j'ai noté et tout. Et puis voilà, la motivation un peu est revenue et en fait c'est un peu les cercles vertueux, quoi. À l'inverse t'as les cercles vicieux quand ça va pas et puis là t'as un cercle vertueux. Et tu vois que la forme revient petit à petit. Et du coup, c'était début novembre, donc 2022, sachant que la Maxi Race a daté de octobre 2021. Un an après. Et là, en fait, c'est là où j'ai eu du coup ce projet. Et je courais dans le Verrier un matin. Et là, d'un coup, j'ai eu la révélation du truc où je me suis dit, mais c'est fou, en fait, tous ces objectifs, j'ai envie de les faire plus pour mon ego trip perso, entre guillemets, enfin, juste pour moi, parce que je sens que c'est peut-être pas assez pour moi et j'ai besoin d'autres choses et de donner du sens et du coup de faire ça pour des associations, lancer une cagnotte chaque année et récolter des fonds et voilà, ça va me donner quelque chose en plus. L'année dernière il y avait la cagnotte, tu nous l'as dit, qui a ramené plus de 6 000 €. Cette année c'est une cagnotte que tu mets en aparté ou c'est directement auprès de What's Life Project? Non, en fait, alors l'année dernière c'était suivi à Hello Asso. Hello. Et du coup c'était directement reversé à chaque 80 Everest et cette année c'est via Litchi, donc malheureusement ils prennent une commission mais en fait What's Life Project est basé en Suisse, du coup ils n'ont pas le même statut qu'en France et du coup tu peux pas créer une cagnotte directement, donc c'est moi qui l'a fait mais après qui c'est toi qui l'a, d'accord. Donc tu as fait une cagnotte, on la trouve comment? Pareil sur ton Linktree? C'est sur mon Linktree exactement, il y a accès à la cagnotte. Donc je l'écris pour moi et puis je vous le dis pour vous, on prend le temps là-dessus. La cagnotte Litchi, Leectchi, c'est ça? Oui c'est ça, exactement. On trouve sur ton Linktree pour t'aider toi déjà à t'apporter plein d'énergie, parce que l'air de rien c'est symbolique mais ça t'apporte plein d'énergie de voir qu'il y a du monde derrière toi. Ouais carrément. Et que c'est utile pour les enfants du Népal et qu'on va leur construire un terrain de foot. Ouais exactement, et puis c'est assez chouette parce que du coup on va venir avec l'argent en novembre et puis on va vraiment voir exactement ce qu'on va faire avec, quoi. Bâtisseur en amont et architecte, et tu deviens le bâtisseur, tu vas là-bas pour rencontrer les jeunes, l'école, et tu vas voir ce qui va se construire ou ce qui est en cours ou ce qui est en train, ou ce qui sera en train de se construire quand il ira, ou ce qui va se préparer. C'est ça. Tu vas vraiment voir tout ça. Oui, et puis voir les enfants aussi, parce que quand tu vois des photos, des vidéos, quand tu es ici, tu te rends pas du tout compte de tout. Donc moi j'ai fait déjà en plus plusieurs voyages humanitaires. À l'époque où j'étais à Dubaï, j'étais allé en Jordanie. Et j'étais allé dans un centre pour handicapés, j'étais allé au Liban aussi, pareil. Et j'avais... c'est des choses marquantes, quoi. Je reviens sur cette expérience-là, donc il s'est passé presque un peu plus d'un an, du coup tu nous disais, sur cette période complexe, difficile, pas d'énergie, pas d'envie. Et puis, alors évidemment c'est tout le cheminement, ce qui s'est passé, il y a eu dialogue avec Antea, il y a eu aussi des écritures, puisque avec toi-même, ton calepin, il y a eu plein d'autres choses, j'imagine, on a eu une année, tu as parlé d'Explora Project, je dis pas de bêtises, avec une nouvelle communauté, pouvoir dialoguer, changer, partager, et puis là, pour ça que je regarde depuis tout à l'heure derrière toi, et là tu grimpes et là il y a tu es en mode petit bambou d'un seul coup, en mode méditation, et la lumière arrive. Non, comment ça se passe? Et c'est Moïse qui rêve et puis non, je prends une image qui est pas bonne, pourquoi vous prenez ce que vous voulez, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné tu as cette illumination ou cette révélation ou ça y est, c'est juste la vie là? Franchement je pense que j'étais un peu dans une sorte de méditation où voilà, je vais le matin, j'allais avant le travail, toujours un peu dans les mêmes sentiers.
Et mais du coup, je réfléchissais un peu à tout ça, et puis d'un coup, mais c'est venu limite comme une apparition de la Vierge, quoi. Tu saurais dire. C'est ça qui est assez fou, mais ça, je peux pas expliquer. C'est quelque chose un peu d'irrationnel. Mais ouais, mais j'aimerais bien, moi, que tu nous, pas nous expliquer, mais que tu nous fasses vivre, parce que ouais, il n'y a pas l'eau qui a coulé, en fait, la source miraculeuse, mais c'est un peu ça quand même. En fait, c'est comme si d'un coup, il y a un truc qui s'était connecté, qui fait que j'avais tout ça en moi. J'avais cette liste, je voyais que je retrouvais un peu mon niveau, que je me sentais mieux, et je savais au fond de moi un peu que je voulais aussi faire des choses pour les assos. Et je pense que j'avais tout ça qui était un peu au fond de moi, qui mijotait. Et puis d'un coup, j'ai trouvé un peu la potion magique qui a fait le lien entre tout ça, et qui m'a vraiment permis de trouver du sens là-dedans, quoi. Après, pour moi, j'y trouve du sens, peut-être que d'autres pas du tout, quoi. Ah, mais heureusement que ça ne te parle qu'à toi. Mais nous, on a besoin de comprendre, parce que nous aussi, on ne veut pas inventer la même chose que toi, mais peut-être certains d'entre vous. Moi, c'est mon cas. Je me suis dit, en tout cas, je ne suis pas né ici par hasard. Donc, s'il y a un truc qui doit se créer, je ne vais pas copier les autres. Quoique, des fois, ça fait du bien de trouver des inspirations de la part alors, si on parle d'épreuves, de personnes, de marques, ce qu'on veut, elles sont là pour ça, pour nous faire un peu des biais ou de nous donner des espoirs, des envies, mais pour qu'à un moment donné, se crée cette alchimie intérieure dont tu nous parles. Finalement, il y avait tous les ingrédients et d'un coup, ça y est, ça se coagule, ça devient vraiment mon projet, et ça parlera à personne d'autre parce que c'est le mien. Mais si, ça nous parle parce qu'on a tous potentiellement un projet en nous. Il est arrivé dans la montée, dans la descente. C'était dans la montée. Dans la montée. Il y a plus de temps de réfléchir. C'était une montée raide là avec les bâtons, dans les petits chemins un peu cachés du verrier. Et là, tu fais comment pour que ce moment se reste tu l'écris quelque part, tu prends ton téléphone et tu enregistres ta voix, tu fais quoi? Rien. Non, j'ai rien fait sur le coup, mais c'est ancré dans ma mémoire, quoi. Je pense que j'oublierai pas. Ouais. C'était quel jour? Je ne sais pas du jour de la semaine. Je sais juste que c'était un matin à novembre, quoi, et qu'il faisait beau. Un matin à novembre, il faisait beau. Mais à mon avis, oui, c'est ça. Peut-être que la recette, c'est de se créer, de se fixer des objectifs, en fait, et qui paraissent atteignables, mais qui soient ambitieux quand même. Ah, c'est même fou, là. Oui, en fait, si, ça peut paraître fou, mais en fait, quand tu fais jour après jour, step après step, course après course, etc., en fait, en soi, sur chacun des objectifs, je me dis, si je vis une belle journée, ça le fait, quoi. Bien sûr. Mais oui, il faut que la belle journée arrive, c'est sûr. Mais je me dis, voilà, après, chacun des objectifs, je sais que je vais pas y arriver du premier coup. Donc, peut-être que je vais faire 3 fois la TDS avant que ça marche. Et en fait, c'est pas grave. Et je serai d'autant plus heureux le moment où ça va bien se passer. Donc, ouais, il y en a où ça passe du premier coup, d'autres pas du tout. Et pour moi, c'est ça le plus important. Et après, voilà, c'est à mon échelle. En fait, d'autres personnes, ça peut être juste de finir un 10 km sur route dans les barres horaires, quoi. Ouais. Donc, voilà, mais il faut que ça apparaisse. En fait, il faut avoir la sensation qu'on est fier de soi après l'avoir réussi. Sinon, c'est que c'est pas assez puissant, je dirais. Et il faut que ça fasse peur un peu aussi. Ouais. Sinon, c'est que c'est trop faible. Ouais, donc quand tu dis un objectif atteignable, finalement, on peut laisser vite de côté ce côté atteignable. Ça veut pas dire qu'il ne doit pas l'être. Pour aller dans une dimension qui est plus irrationnelle, mais qui fasse plus sens, qui se vibre en soi, qui soit un peu au-dessus de ce que... Voilà, quand tu te dis à un moment donné, à la fin, ouais, je suis fier de ce que j'ai fait, ça valait la peine. La peine. Ouais, en fait, si, c'est atteignable, mais ça prend du temps. Mais quand tu vois step après step, tu te dis pas, tiens, ça c'est vraiment, ça va être très très dur à faire. Tu dis que ouais, si ça se passe bien, ça va le faire. Et au moins tu sais que ça va t'occuper pendant un bout de temps. Et donc ça c'est bien. Et je pense que j'ai pas aussi envie de vivre le truc de tiens, je viens de faire le 40e et là c'est la fin, quoi. Comme en 2021. Ouais, donc bon, là je sais que j'ai 20 ans normalement devant moi parce que j'estime réussir 2 par an. J'espère, pour l'instant c'est ça qui s'est passé. Tu programmes ton prochain burn-out? Donc non, je sais que j'ai le temps de prévoir. On en a 2 ou 3 dans une vie, donc bon voilà, il faut les accepter finalement. Mais pour moi le plus important c'est vraiment de prendre, d'apprécier le chemin et d'apprécier les hauts et les bas et pas d'être dans un truc où t'as ça là-haut et puis c'est très dur et une fois que t'es là-haut c'est génial et après t'as plus rien. Le but c'est vraiment d'apprécier le chemin et d'essayer de le vivre au mieux, même si je dis ça et c'est dur et ouais, c'est pas facile tous les jours, quand même.
Alors, notre discussion ressemble un peu... Enfin, je fais un parallèle avec Mathieu Videveux parce que tu en parlais tout à l'heure, qui est voisin, qui est ici, qui a un projet qui est dans une dimension aussi complètement dingue, traverser l'Atlantique à la nage. On pourrait dire, bah si, c'est réaliste, c'est atteignable, c'est smart, quoi. Ouais, sauf qu'en fait, c'est suffisamment dingue pour que 99,99% des gens, moi y compris, disent, il y a un grain de folie là-dedans. Et tant mieux. Parce que souvent, on entend dire, dans les entreprises ou dans le corporate, bah, faut un peu de grain de folie, parce que sinon les gars, on va s'emmerder, on va s'ennuyer, quoi. Donc, même dans les entreprises, même dans les associations, on demande un grain de folie. Sauf que des fois, quand il y a le grain de folie qui arrive, on se dit, ouais, mais vous êtes un peu fou. Bah oui, c'est très contradictoire. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que Mathieu, il y a un truc qui est très exploratoire dans son projet. Bon, il parle aussi beaucoup de Chloé parce que ça se fait à deux, ils le font à deux ensemble. Et finalement, quand on écoute Mathieu, il y a plein d'enseignements. Et certains pourraient dire, en écoutant ce podcast sur Chanteur de ma vie, d'ailleurs, c'est pas sur Objectif Finisher, on pourrait presque avoir cette tentation de juger ou de dire, bah oui, mais je sais, c'est pour ça, et je te conseille de faire ça, et donc Mathieu, tu ferais mieux de faire ci comme ça, etc., etc. Et en fait, pourquoi je te dis ça? Parce que même toi, si tu réécoutes notre conversation, et ceux qui l'écoutent pourraient te dire, mais en fait, Mathis, moi j'ai la clé, faut que tu fasses ça. Ou Mathis, mais en fait la clé tu l'as déjà dit, parce que quand je t'écoute finalement entre les cotitrats, les machins, etc., tu vois, et ben en fait c'est l'explication qui, ouais, en fait c'est pas ce que je suis en train de te dire moi. Il n'y a pas d'explication à l'état dans lequel tu es, dans l'état dans lequel tu seras demain, parce que ça appartient qu'à chacun. Et finalement, si je t'avais dit un jour qu'en montant le verrier là, t'aurais le déclic, tu n'aurais pas cru. Déjà, t'es barré, Cyril, jamais de la vie. Mais non, c'est une expérience qui n'appartient qu'à toi. Pour autant, j'aimerais bien, et c'est la première fois que je fais ça dans ce podcast, la première fois, complètement improvisé. Si vous avez envie, pas seulement d'aider Mathis sur la quête, mais bien évidemment faites-le. Si vous avez envie d'aider Mathis, non pas pour lui apporter des réponses, parce que c'est pas comme ça qu'on fait pour aider les gens, c'est mais tiens Mathis, je connais quelqu'un, tiens Mathis, qu'est-ce que t'en penses si, et si on se faisait un resto, ou si on discutait tous les deux, parce que moi j'aimerais bien en savoir plus, ou moi j'ai une expérience et j'aimerais te la partager, est-ce que t'es ok pour partager ça avec d'autres personnes? Non, bah bien sûr. En vrai, et sans micro ou autre. Comment on fait d'ailleurs si on veut te contacter? Alors tu as parlé de ton Instagram, mais est-ce que c'est le meilleur moyen de te contacter, de partager, de connecter tout simplement? Mais oui, Instagram c'est le meilleur moyen. Après parfois ça reste dans les demandes de messages, mais quelques jours à voir, mais globalement je réponds, je suis assez actif, donc après voilà, je suis pas comme Kian Jean-Rette ou Mathieu Blanchard, j'ai pas autant de messages, donc ça va. Ouais, mais au moins tu peux répondre toi. Oui. 3 petits points. Je fais pas de jugement, je les connais un peu tous les deux, enfin un peu de loin, hein. Mais voilà, mais t'as raison, c'est compliqué de répondre. Mais alors, pour le coup, moi j'en connais des bien connus et ils répondent. Et je me demande, mais je suis très admiratif de ça. Pas forcément dans le sport, hein, aussi dans d'autres domaines. Et donc, si parmi vous, il y en a un ou une ou plusieurs, on fait un resto, je t'invite évidemment, mais Mathis, ils vont t'inviter. Hein. On se fait un resto et je t'invite. Et j'aimerais qu'on parle de tel sujet. Je viens de voir sur, non pas Annecy, mais Archamps, ou à Genève, ou à Annecy, c'est pas plus mal d'ailleurs. Et je pense aussi notamment à un chef d'entreprise. Hein. Putain, mais je comprends pas que je connaissais même pas encore Mathis ni son projet. J'ai envie qu'on se fasse un resto, et en plus, je veux que tu m'embarques dans ton projet parce que j'ai envie de vivre le projet avec toi. Peut-être pas pour les 20 prochaines années, quoique on n'en sait rien. Mais tu sais, comme dans la voile, hein, la voile, c'est des projets qui sont très embarrés, qui sont très impliquants, c'est des grosses finances. Bah, finalement, toi, tu as un projet qui nous amène à une histoire qui va être longue. Donc, quelqu'un qui parle de durabilité, de projet à long terme, moi je trouve que ça fait carrément sens. Donc merci Dinafit, merci Baou. Dinafit d'ailleurs, un petit coucou au passage à Mathieu, que tu connais peut-être, hein, Mathieu Oji, qui est ici dans la team. Un sacré personnage que j'apprécie beaucoup. Il est entre chez toi et chez moi d'ailleurs, entre les deux, au Poisal-Aléria. Belle petite équipe d'ailleurs, là vous êtes sympa, ça marche bien chez Dinafit, t'es content aussi, t'es une communauté. Enfin, je sais que Mathieu il apprécie beaucoup lui en tout cas. Ouais, c'est cool, c'est une petite équipe. On est un petit comité par rapport à d'autres marques, mais c'est pas plus mal. Hein. Ouais. Mais c'est cool, bah, surtout les produits me correspondent bien parce que c'est très montagne, quoi, donc il y a une bonne durabilité. Ouais. Et la Swiss Week, ça s'est passé nickel au niveau des chaussures notamment avec, donc ça me va bien, ouais. Non, c'est cool. Ouais, comme tu dis, en plus, pas seulement pour la course à pied, d'ailleurs, ils sont un peu plus connus pour la montagne que le trail, ouais. Mais ça n'empêche pas à la preuve.
Tu t'es pas allé le voir d'ailleurs, Mathieu, sur son épreuve, là, le trail de la montagne? Non, non, je suis pas allé, ouais, il faudrait que je le fasse, ouais. Ouais, bon, c'est passé, mais l'année prochaine. Ouais, c'est réglé. Et puis Baou, bah oui, Baou, super Juste chef, là. juste à côté, juste là. Donc là, tu testes un peu sur les restaurants aussi de... Johan Cons, ouais, j'ai pas été encore malheureusement, mais une fois j'avais failli gagner en plus, et on avait fait un séminaire avec les athlètes Baou, et l'équipe gagnante gagnait un repas étoilé chez Johan Cons, mais malheureusement j'ai terminé deuxième, donc les prochaines. Vu que tu as des projets à long terme et quand tu as en toi la patience, on sait d'où elle vient maintenant, et la contemplation aussi, on va pas être trop pressé et vivre ce projet pleinement. Et puis de toute façon, il y a aussi une des recettes que m'a révélé. Alors, je fais beaucoup de références et désolé pour ça, mais pour toi, hein, je dis ça par rapport à toi parce que je parle beaucoup là pour ces dernières minutes. Mais Benoît Laval, dans ses clés de succès en entrepreneuriat et puis aussi en tant qu'ultra trailer, etc. Il n'y a pas de recette, comme il dit. Faut être patient déjà, pas être trop pressé. Mais quand on voit tout ce qu'il a fait finalement, entre les parcours de station trail, l'entreprise Red Light, l'agence de plusieurs vies. Ouais. Ah ouais, il a eu plusieurs vies, et pourtant ce qu'il prône, c'est la patience, d'être en chartreuse en vie aussi calmement, mais en même temps une certaine efficience aussi, donc quelqu'un de très efficient, très efficace. Mais c'est dur d'être patient. C'est très. Mais ça se travaille. Ouais. C'est dur. Hein. On veut tout de suite en général. Ouais. D'autant plus avec la société actuelle, je pense. Ouais. Comment tu te calmes toi par rapport à ça? Tu as des trucs, même si évidemment on se soigne, on n'est pas guéri, hein. Mais qu'est-ce que tu fais quand tu vois que ça s'agite, ça va trop vite et que toi-même tu te dis merde, calme-toi? Tu fais quoi? Ce que j'ai travaillé un peu, c'est des exercices de respiration avec Antea. Et ça, j'ai notamment fait ça pendant la SwissPix justement. Et pour essayer de, quand j'avais un ravitaillement, une baisse vie, si je voulais dormir un peu ou même me poser, c'est faire quelques respirations pendant 5 minutes, ça prend pas de temps en plus, et ça te permettait de décompresser un peu, relâcher un peu le cerveau, et en fait ça fait aussi redescendre un peu le système parasympathique, et je dirais ça c'est pas mal. Mais sinon essayer de voir jour après jour et pas se faire des montagnes. C'est toi qui le dis. Ce serait pour être ton slogan, ça. Tu peux pas le mettre en dessous? Faut pas se faire des montagnes. Ce serait rigolo. T'as déjà documenté un petit peu ce que t'es, soit des cours, soit des où ça va venir, le fait de t'accompagner un peu plus au niveau documentation? J'aimerais bien, mais c'est un budget à chaque fois, et donc il faut que les marques suivent, etc. Alors j'ai eu la chance sur la SwissPix, en fait, que l'organisation me contacte et me propose de me filmer dans leur documentaire. Et donc en fait ils ont filmé 3 coureurs. Et ils voulaient avoir quelqu'un plutôt tête de peloton, milieu de peloton et fin de peloton. Et du coup, ça j'ai été choisi. Du coup, il y a un documentaire de 26 minutes qui est sorti. Et donc assez chouette. Et sinon, j'ai fait quelques vidéos sur YouTube avec Antoine Ménage, quand j'ai lancé le projet surtout, pour le faire connaître un peu. Ouais. Et maintenant, je dirais que le problème c'est plus les fonds, quoi, parce que moi j'ai pas l'argent moi-même pour me financer. Donc ça arrivera, par exemple quand je ferai la Via Alpina, c'est sûr que j'essaierai de faire un documentaire, ou même des grands projets off, style la traversée des Pyrénées. Mais après, j'ai pas envie non plus de à chaque fois. Je suis pas non plus dans le côté un peu toujours vouloir documenter, ou j'aime mieux aussi juste prendre mon téléphone et me filmer, me parler, raconter ça. À la SwissPix, j'ai essayé, j'ai fait ça un peu, et je partageais des stories pendant la course et les gens étaient à fond, quoi. Je vous ai mis autant de messages que pendant la SwissPix, parce qu'ils pouvaient un peu suivre de l'intérieur et tout, et ça j'ai pris beaucoup de plaisir à partager ça, simplement et sans grand moyen, et juste avec mon téléphone, et voilà. Ouais, donc si on veut suivre ça, après c'est comme tu dis, des fois tu le feras, des fois tu le feras moins, et puis c'est comme ça, ce sera la surprise, quoi. Donc on peut suivre ça sur ton compte Instagram. Et donc tu t'as parlé d'inspiration de Kylian, si tu avais justement un peu toi dans pour tes 10 prochaines années, tu suis qui tu regardes de près en disant je vais prendre de lui ou de elle ça, je vais prendre de ça, etc. Où tu vas piocher un petit peu tes outils, tes boîtes à outils, tes inspirations, etc. Je dirais que c'est un peu un mix de plusieurs personnes. Il y aurait un peu de Kylian Jornet, parce que c'est le boss ultime et que là il touche à tout, comme on a parlé tout à l'heure. Un peu de Mathieu Blanchard, parce que il est très fort en communication.
Et voilà, il se fait aussi des très très belles aventures, alors qu'il pourrait choisir simplement le côté carriériste. Ouais. Moi je me souviens, on a discuté avant la Swisspeak, je lui demandais des conseils, parce qu'il avait fait déjà un projet de 650 bornes au Canada. Et du coup il me disait oui, voilà, le plus important c'est les pieds, le mental, la nutrition. Donc, voilà, donc ça m'a aidé, et puis il m'a dit que là il voulait pas se refaire des projets aussi longs pour le moment, parce que ça pouvait mettre un grain de sable dans la machine, et puis en fait 6 mois après il a fait le Yukon. Donc je pense que son désir d'aventure était trop fort. Donc ça c'est assez inspirant. Et je pense un peu un côté un peu fou d'un mix de Seb Réchon et d'Aurélien Sanchez. Voilà, pour ce côté aventure. Et puis un peu de Sissi Cusseux aussi, on en a parlé tout à l'heure. Pour ce côté un peu juste de kiffer la vie, de pas se poser de questions et de faire ce qui lui plaît et de durer dans le temps. Voilà, un peu un mix de ces 4 personnes, je dirais. En dehors du sport, tu fais un petit peu des choses, ou autre trail, course à pied, etc. On a parlé un peu de tennis évidemment, mais il y a des choses que tu regardes régulièrement. C'est quoi est-ce que tu regardes la télé, déjà, toi? Ouais, j'aime bien un peu suivre les infos. Bon, quand je regarde la télé, c'est soit en général le journal de 20h, ou alors c'est des compétitions sportives. Ça aide. J'aime bien regarder les matchs de rugby de la France, les matchs de foot, j'aime bien regarder un peu le tennis. Un peu de tout, je dirais, mais je suis assez inspiré par les champions dans leur sport de manière générale, et en fait à chaque fois j'essaie de comprendre qu'est-ce qu'ils ont en plus, pourquoi c'est eux les meilleurs, en fait, pourquoi Antoine Dupont est aussi fort, pourquoi Federer, pourquoi Messi, Ronaldo, et ça m'inspire beaucoup. Je me suis rendu compte que j'ai pas pensé à t'amener mon livre. En général, j'emmène mon bouquin pour le remettre parce que voilà, que je vais faire mon Matisse, tiens. Mais j'ai plutôt un peu le même tempérament que toi, c'est-à-dire m'excuser d'être là où je suis des fois. Mais oui, quand j'ai fait l'Enduroman et que j'ai battu le record du monde, moi c'était un truc qui m'est arrivé comme ça, sans que voilà, bon bah si, parce qu'on m'avait programmé quand même. Hein. J'avais après un coach mental qui m'avait programmé pour ça, et finalement, à force de me programmer, bah ouais, il a réussi vraiment à mettre un disque dur très très fort, et qui ça s'est diffusé dans tout le corps, si tu veux. Donc là, c'était transcendant. Mais au-delà de cette transcendance, oui, il y a des explications, et donc j'ai essayé d'écrire un petit peu ma contribution pour expliquer comment on arrive à faire un truc comme ça, quoi. Alors que c'était pas forcément dans mon mindset à moi, programmé, et dans mon corps encore moins. Donc ouais, bon, on aura d'autres occasions, et puis, avec plaisir. Mais je te l'apporterai. Où tu viendras me voir dans le Jura, on se fera une sortie. Plaisir, c'est beau là-bas. Ah bah c'est le plus bel endroit du monde, c'est pas ici, le plus bel endroit du monde, c'est il y a moins de monde. C'est plus sauvage. Non, on vient avec, on a tu vois, on a Mathieu, on a Xavier, on a Damien, enfin des personnalités du trail, enfin Humbert, Xavier Temnard qui va revenir, tu vois, je mise là-dessus. Là. On se voit beaucoup ces temps-ci, mais voilà, j'aimerais tellement que quelqu'un comme lui revienne après ces années. Et tu vois, on parlait du passage à vide. Des fois, on sait même pas pourquoi on a des passages à vide, puis des fois on sait pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a de meilleur? J'en sais rien, il y a rien de bon là-dedans. Mais ouais, parfois, tu vois, mais quand t'as des personnes comme lui, ils sont en train de revenir gentiment, mais avec beaucoup d'envie, et de casser un peu les idées reçues. D'ailleurs, c'est plus jamais possible. Voilà, c'est la preuve que c'est possible en tout cas. Et toi, tu nous prouves plein de choses au travers de ton parcours, de ton histoire. Je sais pas, mais tant mieux si ça parle à certains en tout cas. Bah oui, bien sûr. Et oui, puis t'as que 27 ans en même temps. Mathieu, il en a combien? Mathieu, il a la trentaine. Ouais, tu le rajeunis. Kylian, il a quel âge? Bon, il a démarré tôt aussi en 10 ans de plus, quoi. Ouais, oui. Voilà, donc quand t'as 20 ans, t'auras fini, et que t'auras ton deuxième burn-out, tu vois, t'auras fait tout ça, mais t'auras surtout fait déjà 10 ans. Déjà, dans 10 ans, t'en auras fait déjà. C'est vrai. Ouais, mais la notion du temps, elle est complexe. Hein. Et des fois, elle nous joue des vilains tours, des fois. On va aller tous les deux maintenant du côté de Wildlife Project Fest, rejoindre toute la team. Qu'est-ce que tu vas nous partager d'ailleurs, toi? On va montrer des images de la Swisspeak du coup, de l'année dernière. Super. Et puis il y aura des questions-réponses avec le grand Seb. Et puis voilà, on va voir. Je vais parler un peu de mon projet et répondre aux questions des gens, si on a. Ouais, il y a une question que je t'ai pas posée, que tu aurais aimé que je te pose. Prends le temps. Non, peut-être c'est quoi ton mantra? C'est quoi ton mantra? c'est quoi? Je dirais ne jamais rien lâcher et croire en soi.
Mais je dis ça, mais je suis le premier à qui le fait pas ou pas assez, mais il faudrait que je l'écrive dans ma chambre et comme ça tous les matins quand je me réveille je vois ça. Alors je te le fais par rebond, mais pareil, encore une référence. Alors c'était le podcast des références, hein. Si vous n'aimez pas, désolé, mais en tout cas, parce qu'il est ici, Stéphane Jansson, que tu connais peut-être pas. Non. C'est juste qui est de ma génération. Ancien triathlète élite et qui a créé la Breathing Academy, donc juste ici. Et un des mantras de Stéphane, c'est pas un mantra, c'est plus fort que ça, c'est dire qu'en fait on est fragile, quoi. On est NAIT, fragile. Et en fait, c'est cette fragilité qui peut nous rendre plus forts aussi, quoi, en fait. Donc ça, c'est l'effet kintsugi. Tu casses quelque chose, tu le remets, c'est japonais, tu casses une porcelaine et tu la recolles, entre guillemets, mais avec un fil doré. Et ce qui fait que la porcelaine elle est magnifiée. Mais parce c'est le côté fragile, cassé, qui a été reconstruit et c'est beaucoup plus beau, quoi, en fait. Alors, ce qui ne tue pas rend plus fort, lui dit, ce qui ne tue pas rend plus beau. Je crois que c'est ça. Et je trouve ça magnifique, tu vois, parce que de toute façon, oui, des expériences de vie, on en a tous, qui sont là pour nous casser, et on devient de plus en plus fragile, en tout cas, parfois on l'oublie. Mais toi, ce que tu m'enseignes, en tout cas, Mathis, c'est que cette fragilité, elle est là, et tu nous la livres aussi, hein. Donc merci de cette transparence, parce qu'il y en a plein qui la cachent aussi, hein. Et finalement, c'est le début de réponse aussi, c'est d'exprimer, c'est de le partager, et puis après, soyons rassurés sur une chose, c'est que tous ces éléments complexes de la vie, comme dit Sissi, les downs, c'est quand on revient plus haut, c'est quand on revient après, c'est pour aller encore plus haut. Donc la vie, voilà, et tu sais, c'est le truc comme ça, mais ça monte, quoi, en fait. Donc à 27 ans, oui, bien évidemment, il y a encore plein de montagnes à gravir, une quarantaine de sommets, si c'est pas plus, il y en aura plus, j'en suis certain, et on va suivre toutes ces aventures du côté de Chamonix, du côté du Maroc, du côté du Népal. C'est une sacrée année quand même là. Ouais, ça va être beau. Il y aura peut-être autre chose aussi entre le Léman et Chamonix, on va dire. D'accord. À suivre, alors comme ça on fait un teasing et puis on te suit, on en saura plus. Merci à toi pour ce partage et désolé sur YouTube si vous avez vu un Mathis un petit peu dans l'ombre, mais comme quoi, de l'ombre, la lumière et derrière le verrier c'est la lune, la lumière elle est là-bas. Donc c'était plein de symboles de cette conversation. Merci à toi, c'était un plaisir. Allez, on file rejoindre Adrien et toute la bande. Salut à tous et n'hésitez pas évidemment à suivre les aventures de Mathis. Et si vous avez des questions au travers du podcast, parce que vous n'avez pas trouvé son profil Instagram ou autre, n'hésitez pas, on y répondra avec grand plaisir. Merci.